Mademoiselle Abigail Wynne ne s'attendait pas à ce que sa vie tranquille d'institutrice de Redfern Ridge change. À 33 ans, elle avait fait la paix avec le célibat. Ses rêves de mariage et d'enfants sont depuis longtemps enterrés sous des années de solitude. Puis Boaz Cutter a rempli sa porte. Derrière 98, de chapeau de cow-boy patiné à la main, prononçant des mots qui briseraient son monde soigneusement ordonné. J'ai besoin d'une femme, déclara-t-il de sa voix grondante. Et vous avez besoin de fils forts pour protéger vos hivers. Pas de cours, pas de belles promesses, juste la vérité honnête d'un homme qui n'avait jamais appris à mentir. Lorsque l'hiver menace et que les murmures de la ville se font plus forts, Abigail fait un choix qui la surprend elle-même. Elle accepte d'épouser cet étranger géant, non pas par amour, mais pour la survie et la respectabilité. Mais alors que l'automne se transforme en hiver dans les plaines balayées par le vent, quelque chose d'inattendu commence à fleurir entre eux. Cet arrangement pratique pourrait-il devenir l'amour qu'elle pensait ne jamais trouver? Avant de revenir au sujet, dites-nous d'où vous vous connectez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain j'ai gardé quelque chose de très spécial pour vous. Le vent de septembre transportait l'odeur de l'herbe mourante à travers Redfern Ridge, fouettant les lattes de bois de l'école à classe unique, où Miss Abigail Wynne avait passé la majeure partie de 8 ans à enseigner l'arithmétique et la lecture aux enfants d'éleveurs et de commerçants. Le bâtiment gémissait contre les rafales de vent des prairies, ses planches patinées témoignant d'innombrables saisons de climat rigoureux du Wyoming. Abigail se tenait devant le tableau noir, ses cheveux bruns tirés en arrière dans son chignon serré habituel, regardant le jeune Tommy Fletcher lutter avec ses tables de multiplication. À 33 ans, elle s'était habituée au rythme de sa journée, se lever avant l'aube, parcourir le quart de mile de son petit cottage à l'école, avec 10 à 20 enfants, âgés de 6 à 14 ans, puis rentrer chez elle dans le silence qui était devenu son compagnon constant. « 7-8, Tommy, dit-elle doucement, sa voix imprégnée de la patience qui l'avait rendue si chère aux familles de Red Ridge. Le visage du garçon se crispa de concentration, sa langue tirant légèrement tandis qu'il résolvait le problème. 56, Miss Wynne. Très bien, sourit-elle, son expression illuminant des traits qui, sans être d'une beauté conventionnelle, dégageaient une chaleur qui donnait aux gens le sentiment d'être vus et valorisés. Sa mère avait toujours dit que les yeux d'Abigail étaient sa plus belle featuria, un noisette doux qui semblait changer de couleur au gré de ses humeurs, même s'ils étaient devenus plus mélancoliques d'année en année. Le soleil de l'après-midi filtrait obliquement à travers les fenêtres, projetant de longues ombres sur les bureaux en bois où ses élèves se penchaient sur leurs ardoises. Elle avait disposé les bureaux elle-même à son arrivée, les espaçant juste pour capter la meilleure lumière. Tout dans l'école retenait son attention. Les cartes de l'alphabet qu'elle avait peintes à la main, la petite bibliothèque de livres qu'elle avait achetée avec ses maigres économies, le poil ventru qu'elle entretenait avec la dévotion d'une mère s'occupant d'un enfant. Cet endroit était devenu plus que son lieu de travail. C'était son refuge, sa raison d'être, son identité. Ici, elle était valorisée. Ici, elle comptait. Ici, elle n'était pas seulement l'institutrice célibataire, mais Miss Wynne, qui avait appris à lire au jeune Carmichael malgré ses difficultés, qui avait montré à Mary Patterson que les filles pouvaient être aussi douées en calcul que les garçons, qui avait tant réussi à maintenir l'ordre et l'apprentissage dans une ville frontalière où l'éducation formelle était souvent considérée comme un luxe. Tandis que les enfants travaillaient sur leurs leçons, le regard d'Abigail se porta vers la fenêtre et la vaste étendue de prairies au-delà. Le paysage s'étendait à perte de vue, des collines ondulantes couvertes de herbe à bison, parfois interrompues par des bosquets de peupliers qui jalonnaient le chemin de ruisseaux cachés. C'était une terre magnifique dans sa désolation, qui exigeait tant de ceux qui choisissaient de s'y installer. Elle ne l'avait pas vraiment choisi. 8 ans auparavant, elle était arrivée à Redfern Ridge, jeune femme de 25 ans, munie d'un simple brevet d'enseignement et l'espoir désespéré que la distance puisse guérir les blessures laissées par des fiançailles rompues dans l'Ohio. Henry Morrison était le fils d'un banquier, un homme convenable et sûr de lui, et lorsqu'il lui avait demandé sa main, elle avait cru que c'était le début de la vie qu'elle avait toujours imaginé. Mais Henry avait aussi été faible, vulnérable à la désapprobation de son père, lorsqu'il était devenu évident que la famille d'Abigail ne pouvait offrir ni dot, ni relation, ni aucun avantage à leur empire bancaire.
Les fiançailles s'étaient terminées non pas par un drame, mais par une conversation tranquille dans le salon de son père. Le regard d'Henry, incapable de croiser le sien, lui expliqua qu'ils avaient peut-être été trop précipités, que le mariage était une affaire sérieuse qui exigeait une réflexion approfondie sur tous les aspects. Elle avait quitté l'Ohio 2 semaines plus tard, répondant à une annonce pour un poste d'instituteur dans le territoire du Wyoming. Ses parents avaient pleuré, la suppliant de reconsidérer sa décision. Mais Abigail était déterminée à construire une vie à sa façon, libérée des attentes sociales et du marché matrimonial qui l'avaient si profondément blessée. Ses premières années avaient été difficiles. L'isolement, les hivers rigoureux, la solitude qui semblait s'infiltrer jusqu'à ses os pendant les longues nuits où le vent hurlait sur la prairie comme un être vivant. Mais peu à peu, elle avait trouvé sa place. Les enfants l'adoraient. Leurs parents la respectaient et elle s'était taillée une existence modeste mais pleine de sens dans ce coin de la frontière. Pourtant, ces derniers temps, alors qu'elle regardait ses anciens élèves se marier et fonder une famille, qu'elle assistait à des baptêmes et à des fêtes d'anniversaire, où elle était toujours la figure de la tante célibataire, jamais celle de la mariée ou de la mère, une douleur familière commençait à s'installer dans sa poitrine. Elle avait fait la paix avec le célibat, du moins se le disait-elle. Mais la paix n'était pas synonyme de bonheur. Le bruit des bottes sur les marches en bois à l'extérieur ramena son attention vers le présent. Les parents venaient parfois tôt chercher leurs enfants, surtout lorsque le travail dans les ranchs était pressant. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, presque 15h30. Bientôt, elle allait congédier la classe et entamer son chemin solitaire vers la maison. Mademoiselle Wynne, Sarah Mitchell, l'une de ses élèves les plus brillantes, leva la main. « J'ai terminé mes calculs. Puis-je aider Tommy avec les siens? »« Bien sûr, mon cher. C'est très gentil de ta part. » Abigail regarda la fillette de 12 ans s'asseoir à côté du garçon en difficulté, lui expliquant patiemment les multiplications avec la simplicité et la franchise que les enfants maîtrisent souvent mieux que les adultes. Sarah ferait un jour une excellente enseignante, pensa Abigail, si ses parents pouvaient être convaincus de la laisser poursuivre ses études au-delà de ce qui était proposé à Redfern Ridge. Les bottes sur les marches se rapprochèrent, et Abigail entendit le tintement distinctif des éperons, sans aucun doute celui d'une agricultrice. Puis elle lissa sa jupe en laine grise et se prépara à accueillir le parent venu, peut-être pour discuter des progrès de son enfant ou pour demander des cours particuliers. La porte s'ouvrit avec son grincement familier et une ombre passa sur le seuil, mais ce n'était pas une ombre ordinaire. Elle semblait occuper toute l'embrasure, large d'épaules et imposante. Abigail leva les yeux de son bureau et sentit son souffle se couper. Boaz Cutter se tenait dans son école, son Stetson noir tenu respectueusement, dans des mains qui semblaient assez grandes pour occuper toute la largeur de son bureau. Elle l'avait déjà vu. Bien sûr, Redfern Ridge était assez petite pour que tout le monde se connaisse de vue, voire de conversation, mais elle n'avait jamais été aussi proche de l'homme qui possédait le plus grand ranch des 3 comtés. Il était énorme, mesurant facilement 1,85 m, avec des épaules visiblement sculptées par des années de dur labeur. Ses cheveux noirs étaient hérissés d'argent prématuré aux tempes, et son visage arborait les traits burinés d'un homme passant ses journées sous le soleil des prairies. Mais ce sont ses yeux qui la frappèrent le plus, un brun profond qui semblait contenir des profondeurs qu'elle ne pouvait sonder, doux, malgré la silhouette intimidante qui les abritait. « Mademoiselle Wynne, dit-il, et sa voix était exactement celle dont elle se souvenait. Les rares fois où elle l'avait entendu parler à l'église ou en réunion municipale, lent et grondant comme un tonnerre lointain un soir d'été. Puis-je vous dire un mot? » Les enfants s'éteignent dessus, sentant la présence de l'un des hommes les plus puissants de leur petit monde. Tommy, les yeux de Fletcher étaient écarquillés, mêlés d'admiration et de nervosité. Boaz Cutter était une légende locale, l'homme capable de dompter les chevaux d'un murmure et qui avait autrefois combattu une meute de loups avec un simple couteau et ses mains nues. « Bien sûr, Monsieur Cutter, » parvint à dire Abigail, d'une voix légèrement plus aiguë que d'habitude. « Les enfants, veuillez continuer votre travail en silence. Je serai juste dehors. » Elle se leva de son bureau, soudainement consciente de la petitesse qu'elle devait paraître à côté de ce géant. Avec ses 1,63 m, elle était de taille moyenne pour une femme. Mais Boaz Cutter lui a fait sentir qu'elle était vraiment minuscule. Elle le suivit sur le petit porche à l'extérieur de l'école,
fermant la porte derrière elle pour leur donner de l'intimité. Le soleil de l'après-midi réchauffait son visage, mais elle sentit un frisson lui parcourir le dos qui n'avait rien à voir avec le temps. C'était sans précédent. Boaz Quater la recherche et lui demande une conversation privée. Au cours de toutes ces années à Redern Ridge, ils avaient échangé peut-être une douzaine de mots, principalement des salutations polies lors du service du dimanche. Il se tenait dos à la vaste prairie, sa présence étant à la fois apaisante et troublante. Il y avait dans son manant une détermination, une gravité qui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite pour s'enquérir de l'éducation d'un enfant du voisin. « Mademoiselle Wen, commença-t-il, puis s'interrompit, semblant reprendre ses esprits. Lorsqu'il reprit la parole, ses mots étaient mesurés, réfléchis. « Je suppose que vous trouverez cela étrange que je vienne ici comme ça, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Abigail joignit les mains devant elle, un geste qu'elle avait inconsciemment adopté au fil des ans lorsqu'elle se sentait nerveuse ou incertaine. « Je vous écoute, Monsieur Cutter. » Il la regarda droit dans les yeux, puis ses yeux marron foncé fixèrent les siens avec une intensité qui lui fit bondir le cœur. Au loin, elle entendait les voix des enfants à travers les fenêtres de l'école, les sons familiers de l'apprentissage et de l'enfance qui avaient formé la bande sonore de sa vie d'adulte. « J'ai besoin d'une femme, dit-il simplement, comme s'il discutait de la météo ou du prix du bétail. Et vous avez besoin de fils forts pour protéger vos hivers. » Ces mots la frappèrent comme un coup physique, inattendu et bouleversant. Elle le fixa, certaine d'avoir mal entendu, mais son expression resta ferme, sérieuse, attendant sa réponse à ce qui était sans doute la déclaration la plus extraordinaire qu'on ait jamais faite, à elle. Dans son coffret à bijoux, à la maison, caché sous les quelques modestes pièces que sa mère lui avait offertes, se trouvait l'alliance de sa mère, symbole de rêve qu'elle avait abandonné depuis longtemps. Elle ne l'avait pas regardé depuis des mois, mais soudain, elle la revit clairement. Le simple anneau d'or qui représentait tout ce qu'elle s'était convaincue de ne plus vouloir. « Je, commença-t-elle, puis s'interrompit, l'esprit en désordre. « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous demandez, Monsieur Cutter. »« Je ne demande rien, » répondit-il d'une voix douce mais ferme. « J'énonce un fait, deux faits en fait. J'ai un ranch qui a besoin d'une touche féminine et l'hiver arrive avec acharnement cette année. Personne ne s'occupe de vous quand la neige tombe abondamment et Cédeville a des idées sur les femmes célibataires qui ne s'amélioreront pas avec le temps. » Sa franchise était à la fois choquante et quelque peu rafraîchissante. Pas de discours fleuri, pas de fausses promesses, juste une évaluation honnête de leur situation respective. Cela aurait dû la choquer, cette réduction du mariage à une simple question pratique. Mais au lieu de cela, elle s'est retrouvée à l'écouter, à vraiment écouter ce qu'il disait. « Monsieur Cutter, je te connais à peine, » dit-elle finalement d'une voix à peine plus basse. « Tu sais que je suis honnête, » répondit-il. « Tu sais que je travaille dur et que je paye mes dettes. Tu sais que je n'ai jamais été marié et que je n'ai jamais eu d'enfant. Et tu sais que ce ranch pourrait te subvenir mieux que l'enseignement ne le fera jamais. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Et tu sais que tu en as assez d'être seul. » Cette dernière observation la frappa avec une douloureuse justesse. Comment avait-il pu voir ce qu'elle avait tant essayé de cacher, même à elle-même? Elle sentit le feu lui monter aux joues et se détourna légèrement, regardant la prairie qui s'étendait à perte de vue. Le silence s'étendait entre eux, empli du murmure du vent dans l'herbe et du bruit lointain du bétail. À l'intérieur de l'école, elle entendait la voix patiente de Sarah Mitchell expliquer les fractions aux plus jeunes. C'était son monde, sa vie soigneusement construite, faite de sens et d'indépendance. Et cet homme lui demandait de tout laisser derrière elle pour quelque chose qu'elle ne comprenait même pas pleinement. « Je ne comprends pas pourquoi tu es venu me voir, » dit-elle enfin. « Il y a sûrement des femmes plus jeunes, des femmes célibataires, qui le feraient. »« Je ne veux pas de fille, » interrompit-il non sans gentillesse. « Je veux une femme qui sait ce qu'elle veut, qui a affronté la vie sans la fuir. Je veux quelqu'un à qui parler une fois le travail terminé, quelqu'un qui sache se débrouiller dans ce pays, dit-il en désignant l'école. « Tu fais ça depuis 8 ans. Voilà ce que j'ai besoin de savoir sur votre personnalité. » Abigail sentit une bouffée d'espoir palpiter dans sa poitrine. Pas vraiment de l'espoir, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Quand lui avait-on parlé pour la dernière fois, comme si elle avait une valeur au-delà de son utilité de femme célibataire capable d'enseigner à ses enfants?
Quand l'avait on vu comme autre chose qu'une simple institutrice célibataire, digne de pitié et de bienveillance condescendante? Que proposez-vous exactement, Monsieur Cutter? Demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa voix. Le mariage, dit-il simplement. Un partenariat? Je ne vais pas vous mentir et vous dire que c'est une question d'amour. Je ne sais pas grand-chose sur ce sentiment particulier, mais je connais le respect et je sais comment prendre soin de ce qui m'appartient. Tu aurais une bonne maison et une position de sécurité en tant qu'épouse. Et au bout d'un moment, il s'arrêta, semblant choisir ses mots avec soin. Avec le temps, peut-être trouverons-nous quelque chose de plus que de la simple commodité dans la compagnie de l'autre. Honnêteté de cette déclaration était à couper le souffle. Pas de belles paroles, pas de fausses promesses de passion et de romance, juste un arrangement pratique entre deux adultes qui comprenaient les réalités de la vie à la frontière. Et pourtant, il y avait quelque chose dans ses manières, quelque chose dans la façon dont il la regardait qui suggérait des profondeurs sous la surface pragmatique. J'aurais besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr, il remit son chapeau sur sa tête. Le geste le fait paraître encore plus grand, plus imposant. Mais ne tardez pas trop, Miss W. L'hiver arrive, que nous soyons prêts ou non, et certaines décisions deviennent plus difficiles à prendre, plus on attend pour les prendre. Il toucha le bord de son chapeau en signe d'adieu. Puis il quitta le porche et se dirigea vers son cheval, un bail massif et gélin qui semblait être la seule créature de Redfern Ridge capable de supporter son poids avec facilité. Abigail le regarda monter avec la grâce fluide d'un homme né pour la selle, puis s'éloigner à travers la prairie, sa silhouette devenant plus petite jusqu'à disparaître dans le vaste paysage qui les avait façonnés tous les deux. Elle resta un long moment sur le porche, la main posée sur la balustrade, l'esprit agité par l'impossibilité de ce qui venait de se produire. À l'intérieur de l'école, les enfants continuaient leur cours, ignorant que le monde soigneusement ordonné de leur professeur venait d'être bouleversé par une proposition aussi inattendue que pratique. Lorsqu'elle est finalement revenue dans sa classe, Sarah Mitchell a levé les yeux avec des yeux brillants et curieux. C'était à propos de l'une d'entre nous, Mademoiselle Wynne. Avons-nous des ennuis? Non, ma chérie, répondit Abigail, sa voix étonnamment calme. Rien de tout cela. Mais tandis qu'elle regardait ses élèves travailler, tandis qu'elle accomplissait les gestes familiers d'enseignement, de guidage et d'encouragement, l'alliance de sa mère semblait brûler dans sa mémoire. Un rappel de rêve qu'elle pensait enfoui en toute sécurité, mais que la visite inattendue de Boaz Cutter avait en quelque sorte ramené à la vie. Ce soir-là, Abigail était assise à sa petite table de cuisine, les yeux fixés sur le contrat de mariage que Boaz Cutter lui avait laissé, un simple document qui décrivait leur arrangement avec la même honnêteté directe dont il avait fait preuve en personne. Le papier se trouvait devant elle comme un pont entre deux vies différentes, l'une familière et sûre, l'autre inconnue et pleine de possibilités. Le contrat était rédigé à la main dans une écriture masculine soignée qui la surprit. Elle s'attendait à quelque chose de grossier, digne d'un éleveur brutal, mais l'écriture était éduquée et réfléchie. Les conditions étaient plus que justes. Elle conserverait son poste d'enseignante si elle le désirait, aurait sa propre allocation de ménage, occuperait initialement un logement séparé et serait traitée avec le respect dû à une épouse dans toutes les affaires publiques. Un mariage de convenance pratique, lut-elle à haute voix, les mots résonnant dans son cottage vide. Entre Boaz Cutter et Abigail Wynne conclut pour un bénéfice et une protection mutuelle avec la compréhension que l'affection peut grandir mais n'est pas nécessaire à l'accomplissement des devoirs conjugaux. Le langage clinique aurait dû la rebuter, mais au lieu de cela, elle le trouvait étrangement réconfortant. Pas de fausses promesses, pas de tromperie sur le coup de foudre, juste deux adultes qui prennent une décision sensée concernant leur avenir. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Elle a rapidement plié le contrat, même si elle ne savait pas pourquoi elle ressentait le besoin de le cacher. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Madame Henderson du marchand, son visage rond plissé par l'inquiétude. « Abigail, ma chérie, dit la femme la plus âgée en ouvrant la porte. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle si tard, mais j'ai entendu une chose extraordinaire au magasin aujourd'hui. Entrez, s'il vous plaît. » Abigail s'écarta, sachant que tout ce que Mme Henderson avait entendu se répandrait dans toute la ville le matin. « Voulez-vous du thé? Ce serait charmant. » Mme Henderson s'installa dans le petit salon, ses yeux perçants observant chaque détail de la modeste maison d'Abigail.
Alors, est-il vrai que Boaz Cutter est venu te voir à l'école aujourd'hui? La nouvelle s'est répandue rapidement dans une ville de 300 âmes. Abigail s'occupa de la bouilloire à thé, gagnant du temps pour réfléchir. Monsieur Cutter est passé. Oui, et la voix de Madame Henderson exprimait l'impatience de quelqu'un qui aimait être le premier à connaître les dernières nouvelles. Que voulait-il? Abigail versa le thé avec précaution, les mains fermes, malgré l'agitation dans son esprit. Il avait une proposition pour moi. Quel genre de proposition? La femme la plus âgée se pencha en avant, les yeux brillants de curiosité. Il n'y avait aucune raison d'essayer de garder le secret. Demain, tout le monde le saura de toute façon. Les villes molles avaient leur propre manière mystérieuse de diffuser des informations. Il vaut mieux contrôler le récit d'elle-même. Il m'a demandé en mariage, dit simplement Abigail. La tasse de thé de Madame Henderson claqua contre sa soucoupe. Épouse-le, Boaz Cutter, mais il n'a jamais montré d'intérêt pour aucune femme. Pas pendant toutes les années où il est ici. Et vous ne vous connaissez jamais, je veux dire, vous vous connaissez à peine. C'est ce que je lui ai dit, Abigail répondit en s'installant sur sa chaise avec sa propre tasse. Il a dit que c'était un arrangement pratique. Il a besoin d'une femme, et j'ai besoin qu'elle s'arrête, les mots restant coincés dans sa gorge. Sécurité. La femme plus âgée la regarda avec étonnement. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Madame Henderson posa son thé entièrement, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude. Abigail, ma chère, je sais que les hivers sont durs pour toi, vivant seule ici, mais le mariage avec un homme que tu n'aimes pas, êtes-vous sûr que c'est sage? La question restait en suspens entre eux. Était-ce sage? Selon les normes conventionnelles, certainement pas, mais les normes conventionnelles ne lui avaient pas particulièrement bien servi jusqu'à présent. Que voulez-vous que je fasse, Madame Henderson? Abigail a demandé doucement. J'ai 33 ans. Je n'ai pas de famille, pas de perspective, et chaque année qui passe réduit mes chances de trouver un mariage traditionnel. Monsieur Carter m'offre une chance de vivre une vie différente. Mais il est ainsi, fit Madame Henderson d'un geste vague, cherchant ses mots, imposant, intimidant. Toutes ces histoires sur sa force, son tempérament quand il est contrarié. Tu n'as pas peur? Abigail réfléchit sérieusement à la question. Elle était au courant de la réputation de Boaz, des histoires sur ses prouesses physiques, de son succès au ranch, de la façon dont les autres hommes se soumettaient à lui. Mais au cours de leur brève conversation, elle avait vu autre chose sous cet extérieur intimidant. Il a été doux avec moi, dit-elle finalement, respectueuse, honnête sur ce qu'il pouvait offrir et ce qu'il attendait en retour. Il y a des choses pires que d'épouser un homme bon et honnête. Madame Henderson secoua la tête, visiblement peu convaincue. Toute la ville en parlera. Certains diront que vous êtes pragmatique, mais d'autres... Elle a laissé la phrase en suspens. D'autres diront « Je suis désespéré », conclut Abigail. Peut-être ont-ils raison, mais peut-être qu'être désespéré n'est pas toujours une mauvaise chose si cela vous conduit à faire un changement nécessaire. Après le départ de Madame Henderson, Abigail est revenue au contrat. Elle l'a lu 3 fois de plus, en considérant chaque clause, chaque implication. Le mariage aurait lieu dans les 2 semaines si elle était d'accord. Elle déménagerait dans son ranch, mais pourrait entretenir l'école aussi longtemps qu'elle le souhaiterait. Il subviendrait à ses besoins matériels et la protégerait en tant qu'épouse. En échange, elle gérerait sa maison et, avec le temps, elle pourrait donner naissance à ses enfants. Le lendemain matin, un défilé de visiteurs arriva, tous plus curieux les uns que les autres. À midi, il semblait que la moitié de la ville avait trouvé des raisons de s'arrêter à l'école ou à son chalet. Les réactions ont été, comme on pouvait s'y attendre, mitigées, choquées, certaines envieuses, d'autres désapprobatrices. « Je pense que c'est romantique », a déclaré Mary Patterson, une de ses anciennes élèves qui s'était mariée jeune et avait désormais 3 enfants. Comme dans un livre d'histoire, le mystérieux éleveur et l'instituteur. « Je trouve cela scandaleux », a déclaré Madame Hartwell, la femme du pasteur. Le mariage doit être fondé sur l'amour et la dévotion chrétienne, et non sur une simple commodité. Le docteur Morizano, proche de son ancien fiancé, a adopté une vision plus pratique. Boaz Cutter est un homme bon, même s'il est solitaire. Il est honnête, travailleur et prospère. Tu pourrais faire pire, Abigail, mais c'est Tommy Fletcher,
âgé de 8 ans, qui a fourni l'argument le plus convaincant. Lorsqu'elle le raccompagna chez lui après l'école, il la regarda avec des yeux bleus sérieux et lui demanda « Mademoiselle Wynne, allez-vous vraiment épouser Monsieur Cutter? » « J'y réfléchis, Omi. Pourquoi? » « Parce qu'il a réparé notre clôture quand papa s'est blessé au dos et il n'a rien demandé en retour et il m'a laissé caresser son cheval une fois. Il a de très grandes mains, mais il était doux avec le cheval. » Maman dit « Des mains douces signifient un cœur doux. » Ce soir-là, Abigail se retrouva debout à sa fenêtre, regardant la prairie, tandis que le soleil se couchait dans un éclat d'orange et d'or. L'immensité du paysage ne manquait jamais d'émouvoir. La beauté des rites et sa dureté s'entrelacent comme des amants enfermés dans une danse éternelle. Elle pensait à la vie qu'elle avait construite ici, aux routines minutieuses qui l'avaient soutenue pendant 8 années de solitude. C'était une bonne vie, respectable et utile, mais elle était aussi limitée. Elle avait 33 ans et le rêve qu'elle avait porté depuis l'Ohio, un mari, des enfants, une maison remplie de rires et d'amour, s'était lentement fané comme des fleurs en pleine sécheresse. Mais que se passerait-il s'il n'avait pas à dépérir? Et si, au lieu de l'amour romantique qu'elle avait imaginé, il pouvait y avoir autre chose? Partenariat, respect, objectif partagé. Boaz Cutter lui offrait la chance de le découvrir. Elle sortit le contrat de son tiroir de cuisine et le lut une dernière fois. Puis, d'une main ferme, elle a signé son nom en bas, Abigail Wynne, bientôt Abigail Cutter. L'acte semblait à la fois important et étonnamment simple, comme franchir le seuil d'une pièce qu'elle n'avait jamais vue, mais dont elle savait depuis toujours qu'elle l'attendait. Demain, elle retrouverait Boaz et lui donnerait sa réponse. Ce soir, elle rangerait l'alliance de sa mère et se préparerait à découvrir quel genre de vie pourrait être construite sur l'honnêteté plutôt que sur la romance, sur un partenariat pratique plutôt que sur l'amour passionné. Le contrat était posé sur sa table, signé et scellé, un pont entre son passé prudent et son avenir incertain. À l'extérieur, le vent de la prairie murmurait dans le herbe, emportant avec lui la promesse du changement. Le matin où Abigail a remis son contrat signé au ranch de Boaz Cutter, elle portait son ardoise d'enseignement avec son morceau de pierre lisse usé qui avait été son compagnon constant pendant 8 ans. Cela semblait approprié d'une certaine manière, que ce symbole de son indépendance l'accompagne alors qu'elle faisait le premier pas vers un type de vie très différent. La maison Cutter Ranch se trouvait dans une dépression naturelle entre deux collines basses, protégée des pires vents des prairies, mais positionnée pour capter le soleil du matin. C'était plus grand que ce à quoi elle s'attendait. Une structure en rondins solide avec un large porche et plusieurs dépendances qui témoignaient de prospérité et d'une planification minutieuse. En s'approchant, elle put voir Boaz travailler près du corral, sa silhouette massive étant reconnaissable même à distance. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait, mettant de côté la robe de mariée qu'il était en train de réparer, et marchant vers elle avec cette démarche facile et couvrant le sol qu'elle avait remarqué auparavant. Il était tête nue sous le soleil du matin, ses cheveux noirs reflétaient des reflets argentés, et il y avait quelque chose dans son expression, un mélange d'espoir et d'incertitude, qui lui fit réaliser que cet arrangement comptait pour lui plus que ses paroles pratiques ne le suggéraient. « Mademoiselle Wynne, dit-il en touchant le bord de son chapeau en guise de salutation, « je ne t'attendais pas si tôt. Je voulais te parler avant le début de la journée d'école, » répondit-elle en tirant le contrat plié de son réticule. « J'ai pris ma décision. » Ses yeux se posèrent sur le papier dans ses mains et elle vit sa mâchoire se serrer légèrement. Que ce soit par anticipation ou par anxiété, elle ne pouvait le dire. Quand il regarda son visage, son expression était soigneusement neutre, et au lieu de répondre avec des mots, elle lui tendit le contrat signé. Elle regarda ses yeux parcourir le document, s'arrêtant sur sa signature en bas. Quand il releva les yeux, quelque chose avait changé dans son expression, s'adoucissant, comme si l'attention qu'il portait depuis des jours s'était enfin relâchée. « Tu es sûr de ça? » demanda-t-il doucement. « Aussi certaine que quiconque peut l'être à propos de l'inconnu, » répondit-elle. « J'ai des conditions, Monsieur Cutter. »« Boaz, » corrigea-t-il doucement, « et je m'attendais à ce que tu le fasses aussi. Quels sont-ils? » Elle avait répété cette conversation pendant la longue marche jusqu'à son ranch, mais maintenant, debout devant cet homme imposant qui serait bientôt son mari, les mots semblaient gênants sur sa langue. « Je veux continuer à enseigner au moins pour le moment.
Les enfants dépendent de moi et j'ai besoin de savoir que je peux encore être utile de cette façon. Convenu. Quoi d'autre? Chambres séparées au départ. Je sais que cela peut paraître raisonnable, interrompit-il. Nous sommes des étrangers qui entrons dans un arrangement pratique. Il n'y a aucune urgence à compliquer les choses au-delà de ce qu'elles sont déjà. Son acceptation facile de ces conditions l'a surpris. Elle s'attendait à une certaine résistance, à une certaine affirmation de ses droits conjugaux. Au lieu de cela, il traitait son état avec la même considération pratique dont il avait fait preuve tout au long de leur brève connaissance. « Y a-t-il autre chose ?» il a demandé. Elle baissa les yeux sur l'ardoise pédagogique qu'elle tenait dans ses mains, sa surface lisse usée par des années de leçons et de démonstrations. « Je veux ta parole que tu respecteras la personne que je suis maintenant, que tu n'essaieras pas de me transformer en quelqu'un que tu penses qu'une épouse devrait être. » Boaz resta silencieux pendant un long moment, ses yeux étudiant son visage avec une intensité qui la faisait se sentir exposée, vulnérable. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Abigail, dit-il, et le son de son prénom dans sa voix grave lui envoya un frisson inattendu. « Je t'ai demandé en mariage à cause de qui tu es, pas malgré toi. Je ne veux pas d'une autre femme. Je te veux toi. » La simple honnêteté de cette déclaration la frappa comme un coup physique. Quand quelqu'un l'avait-il désiré pour la dernière fois spécifiquement, particulièrement pour elle-même, plutôt que pour ce qu'elle pouvait apporter ou représenter? Le sentiment était à la fois bouleversant, terrifiant et merveilleux. 2 semaines, continua-t-il, sa voix reprenant son ton pratique. Cela vous donnera-t-il suffisamment de temps pour prendre des dispositions avec le conseil scolaire concernant la poursuite de votre enseignement? Oui, elle y est parvenue, même si sa voix était légèrement plus forte. Oui, je pense que oui. Bien. Je parlerai avec le révérend Matthews de la cérémonie. Rien de compliqué, juste les exigences légales et quelques témoins. Elle hocha la tête puis se retrouva hésitante. Il y avait tellement de choses dont ils n'avaient pas discuté, tellement de détails pratiques qui devaient être réglés. Boaz, dit-elle, testant son nom sur sa langue et trouvant qu'il lui convenait mieux qu'elle ne l'avait prévu. Qu'attendez-vous de moi au quotidien? Je veux dire, j'ai vécu seul pendant 8 ans. Je ne sais pas comment être une épouse. Un fantôme de sourire effleura les coins de sa bouche. Je ne sais pas non plus comment être un mari. Je pense que nous apprendrons ensemble. Sa simplicité était à la fois rassurante et intimidante. Pas de grands gestes romantiques, pas de déclarations passionnées, juste 2 personnes qui acceptent de découvrir la vie ensemble au fur et à mesure. Elle passa les 2 semaines suivantes dans une étrange suspension entre son ancienne vie et sa nouvelle. Les habitants de la ville la regardaient avec un mélange de fascination et d'inquiétude, comme si elle était un spécimen fascinant de féminité devenue légèrement folle. Certaines femmes ont essayé de la conseiller sur le mariage, en lui donnant des conseils sur la cuisine et la gestion du ménage, en partant du principe qu'elle ne savait rien de la gestion d'un foyer. Madame Patterson, l'épouse du banquier, a pris sur elle d'éduquer Abigail sur les devoirs du ménage, en utilisant des euphémismes qui auraient été amusants s'ils n'avaient pas été si mortifiants. D'autres femmes ont partagé leurs propres histoires de mariage, certaines heureuses, d'autres pleines de prudence, toutes racontées avec l'air de femmes accueillant un nouveau membre dans leur mystérieuse confrérie. Les hommes étaient plus simples dans leur réaction. Soit ils la félicitaient d'avoir fait un bon match, soit ils la regardaient avec ce mélange particulier de pitié et de perplexité que les hommes réservent aux femmes qui font des choix qu'ils ne peuvent pas comprendre. Malgré tout cela, Abigail a continué à enseigner, à donner ses cours et à s'occuper de ses élèves avec le même dévouement dont elle avait toujours fait preuve. L'ardoise d'enseignement est devenue son encre, son poids familier dans ses mains, lui rappelant que peu importe ce qui pourrait changer, elle était toujours Miss Wynne, éducatrice et gardienne des jeunes esprits. C'est la jeune Sarah Mitchell qui a posé la question qui hantait les pensées d'Abigail. « Mademoiselle Wynne, après votre mariage, serez-vous toujours notre professeur? »« Aussi longtemps que tu auras besoin de moi et que je le pourrai, » répondit Abigail, même si, même en prononçant ces mots, elle se demandait si elle faisait une promesse qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. « Est-ce que tu auras des bébés? » demanda la petite Emma Cole avec la curiosité franche de l'enfance. La question fit monter la chaleur sur les joues d'Abigail. Des enfants qui faisaient partie de la proposition originale de Boaz, la promesse de fils forts pour protéger ses hivers. L'idée de porter ses enfants, de créer la vie avec cet homme qu'elle connaissait à peine,
était à la fois exaltante et terrifiante. Peut-être, dit-elle prudemment, qu'un jour, à l'approche du jour du mariage, Abigail se retrouverait prise entre l'anticipation et la panique. Elle n'avait pas de robe de mariée. De tels luxes semblaient inappropriés pour un mariage de convenance, mais elle portait une belle robe en laine bleue qui faisait ressortir ses yeux. Il faudrait que ça fasse l'affaire. La nuit précédant la cérémonie, elle était assise dans son cottage pour ce qui pourrait être la dernière fois en tant que femme célibataire, son ardoise d'enseignement appuyée contre la lampe sur sa table. Demain, elle deviendrait Madame Blank Boaz Cutter, maîtresse de l'un des plus grands ranchs de Trois-Comtés. La transformation semblait impossible à croire. Elle pensait aux rêves qu'elle avait portés en tant que jeune femme, des idées romantiques de cour et d'amour passionné, d'être séduite par un homme qui l'adorerait par-dessus tout. Ces rêves appartiennent désormais à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune et de plus innocent, quelqu'un qui n'avait pas encore appris que la vie correspondait rarement aux histoires des livres. Mais peut-être y avait-il d'autres types de rêves, plus pratiques, qui pouvaient néanmoins conduire au bonheur. Peut-être que le partenariat et le respect pourraient évoluer vers quelque chose de plus profond, de plus durable que la passion passagère qu'elle avait autrefois imaginée. L'ardoise d'enseignement captait la lumière de la lampe, sa surface reflétant son visage dans des lignes vacillantes et incertaines. Demain, elle découvrirait quel genre de femme elle deviendrait en tant qu'épouse de Boaz Cutter. Ce soir-là, elle était toujours Abigail Wynne, institutrice, indépendante et seule, mais plus entièrement résignée à le rester. À l'extérieur de sa fenêtre, la prairie s'étendait à l'infini vers l'horizon, vaste et stimulante, et pleine de possibilités qu'elle ne s'était jamais permise d'imaginer. La cérémonie de mariage a eu lieu un matin frais d'octobre dans la petite église du Reverend Matthews, en présence d'une poignée de témoins seulement. Abigail portait sa robe en laine bleue et tenait un simple bouquet de fleurs sauvages des prairies avec lesquelles Boaz l'avait surprise avec des fleurs violettes et des rudbeckies aux yeux noirs dorés qu'il avait lui-même cueillis dans les collines entourant son ranch. Alors qu'il se tenait devant l'autel, elle était parfaitement consciente de la grande différence de taille entre eux. Sa main semblait minuscule dans la sienne, tandis qu'ils échangeaient des vœux plus pratiques que poétiques, promettant de prendre soin l'un de l'autre, dans la maladie et dans la santé, dans la richesse ou dans la pauvreté, mais ne faisant aucune mention d'amour ou de chérissement. C'était exactement ce dont ils avaient convenu. Pourtant, quelque chose dans la poitrine d'Abigail avait mal aux mots qui n'avaient pas été prononcés. Lorsque le révérend Matthews les a déclarés mari et femme, Boaz a porté sa main à ses lèvres et a déposé un doux baiser sur ses jointures, un geste si inattendu et si tendre qu'il lui a fait monter les larmes aux yeux. Puis ce fut fini et elle était devenue Madame Cutter, liée à un homme qu'elle connaissait depuis moins d'un mois. Le trajet jusqu'au ranch dans le chariot de Boaz fut silencieux, rempli du silence gênant de deux personnes qui venaient de s'engager l'une envers l'autre, sans vraiment savoir ce que cet engagement signifierait dans la pratique. Abigail gardait les mains jointes sur ses genoux, serrant le bouquet de fleurs sauvages et essayant de calmer les papillons qui avaient élu domicile dans son estomac. « Nerveux ?» Boaz demanda alors qu'il s'approchait de la maison. « Oui, admit-elle. Toi? » « Oui, répondit-il, et d'une certaine manière, son honnêteté la fit se sentir mieux. La maison du ranch semblait différente alors qu'il s'approchait non seulement d'un bâtiment qu'elle visitait, mais de sa maison désormais. Boaz avait clairement fait un effort pour préparer son arrivée. Les fenêtres scintillaient, le porche avait été balayé et il y avait des rideaux neufs accrochés aux fenêtres de devant qui n'étaient certainement pas là lors de ses visites précédentes. Il l'aida à descendre du chariot avec des mains prudentes, son contact s'attardant juste un instant de plus que nécessaire. « Je t'ai préparé une chambre, dit-il en soulevant sa petite malle remplie d'affaires, à l'étage, face à l'est, pour profiter de la lumière du matin. » L'intérieur de la maison était étonnamment confortable et bien aménagé. La pièce principale comportait une grande cheminée en pierre, des chaises confortables et, à sa grande surprise, une bibliothèque substantielle remplie de volumes qu'elle n'aurait pas imaginé qu'un éleveur possède. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle lisait des titres de Shakespeare, Dickens et Emerson. « Tu es surpris, » observa Boaz en suivant son regard. « Je le suis, a-t-elle admis. Je ne m'attendais pas à savoir lire. »
Il y avait de l'amusement dans sa voix plutôt qu'une pointe d'offense. Ma mère était institutrice avant d'épouser mon père. Elle insistait sur l'éducation, même pour un garçon qui semblait destiné au travail dans un ranch. Cette révélation modifia quelque chose dans la perception qu'Abigail avait de l'homme qu'elle venait d'épouser. Elle le supposait sans instruction, malgré l'écriture soignée de leur contrat de mariage. La découverte de leur amour commun pour les livres créa un lien inattendu entre eux. J'ai apporté quelques-uns de mes propres livres, dit-elle avec hésitation. J'espère que ça va. Plus que bien, dit-il en faisant un geste vers l'étagère. J'espérais que vous pourriez ajouter quelque chose à la collection. Il lui fit visiter la maison, la grande cuisine avec son poêle moderne, la salle à manger pouvant accueillir 8 personnes, le salon avec son piano droit, dont il admettait ne pas savoir jouer, mais qu'il avait hérité de sa mère. Tout était propre et bien entretenu, mais avait l'air inimitable d'une maison occupée par un homme solitaire. Il fallait une touche féminine, des fleurs et des petites décorations, et ce genre de sentiment de confort et de vie vécue qui venait de la vie quotidienne partagée. Sa chambre était au 2e étage, spacieuse et agréable, avec des fenêtres donnant sur les collines ondulantes qu'elle avait appris à aimer pendant ses années à Redfern Ridge. Il avait placé un petit bureau près de la fenêtre et disposé ses quelques affaires sur la commode avec un soin touchant. « J'ai pensé que tu aimerais avoir de l'espace pour tes préparatifs scolaires, » dit-il en indiquant le bureau. « Et il y a une lampe avec une bonne lumière pour lire. » La prévenance de ses dispositions la surprit. Ce n'était pas le geste désinvolte d'un homme remplissant une obligation, mais la préparation minutieuse de quelqu'un qui avait sérieusement pensé à son confort et à ses besoins. Comme s'il lisait dans ses pensées, il dit doucement « Je veux que tu sois heureuse ici, Abigail. Cet arrangement me profite grandement, et je ne veux pas que tu aies l'impression d'avoir été lésée. » Ce soir-là, ils partagèrent leur premier repas en tant que mari et femme. Un ragoût de bœuf et du pain frais qu'il avait préparé lui-même. Une autre surprise dans une journée bien remplie. Au début, la conversation était guindée, 2 inconnus tâtonnant pour parvenir à une sorte d'interaction confortable. « Parlez-moi de vos élèves, » dit-il pendant qu'ils mangeaient. « Lesquels vous posent le plus de problèmes? » Elle se détendit en parlant des difficultés de Tommy Fletcher en arithmétique et des talents exceptionnels de Sarah Mitchell, des défis d'enseigner à des enfants d'âge si variés et de niveaux de préparation si variés. Il l'écouta avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes et faisant des observations qui montraient qu'il comprenait mieux l'éducation qu'elle ne l'avait imaginée. « Vous êtes doué avec eux, dit-il, lorsqu'elle eut fini de décrire une journée particulièrement difficile avec les plus jeunes. Cela se voit dans la façon dont ils parlent de vous en ville. Leurs parents vous respectent, vous font confiance avec leurs enfants. Ce n'est pas facile à gagner dans un endroit comme celui-ci. » Le compliment la réconforta plus qu'elle ne l'aurait cru. En retour, elle s'enquit du ranch et il lui parla des difficultés de l'élevage dans la prairie, des préoccupations constantes concernant la météo et les maladies, de l'équilibre délicat entre pâturage et conservation, et de la satisfaction de construire quelque chose de durable sur cette terre impitoyable. Après le dîner, il s'excusa pour s'occuper des corvées du soir pendant qu'elle explorait sa nouvelle demeure. Plus en détail. La cuisine était bien approvisionnée et organisée, bien que manifestement aménagée par un homme qui cuisinait par nécessité plutôt que par plaisir. Le salon comportait les traces d'une soirée solitaire, monsieur. Un jeu d'échecs à moitié terminé, plusieurs livres avec des marqueurs indiquant les lectures récentes, un fauteuil confortable positionné pour capter la lumière du feu. À son retour, il la trouva en train d'examiner la bibliothèque plus attentivement. « Trouvez-vous quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-il. « Vous avez d'excellentes goûts littéraires ?» répondit-elle en sortant un volume de Tennyson. « C'est l'un de mes préférés. Le mien aussi, dit-il en s'approchant d'elle. Particulièrement Ulysse. Il y a quelque chose dans l'idée de toujours se lancer vers l'inconnu qui me plaît. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « C'est exactement ce que j'aime. L'idée qu'il n'est jamais trop tard pour vivre de nouvelles expériences, pour devenir quelqu'un de différent de ce qu'on a toujours été. » L'espace d'un instant, ils restèrent là dans un silence confortable, et Abigail sentit quelque chose osciller entre une reconnaissance fémorale d'une compréhension commune, peut-être, ou simplement, le premier pas hésitant vers une véritable camaraderie. « Je devrais te laisser t'installer, » dit-il finalement. « Demain sera une journée chargée. J'ai des travaux à faire sur la clôture nord,
et tu devras préparer tes cours. Ça te dérangerait d'avoir une femme qui continue à travailler à l'extérieur? Demanda-t-elle, soudain incertaine quant à cet aspect de leur arrangement. Je serais fier d'avoir une femme respectée pour son esprit et ses compétences. Il répondit sans hésitation. La plupart des hommes d'ici ne peuvent doit dire que leurs femmes contribuent à la communauté comme toi. Plus tard, alors qu'elle se préparait à se coucher dans sa nouvelle chambre, Abigail repensa aux étranges tournants de sa vie. Ce matin, elle était Miss Winspinster, institutrice. Ce soir, elle était Madame Cutter, mariée à un homme qui lisait Tennyson, composait des bouquets de fleurs sauvages et réfléchissait soigneusement à l'emplacement d'un bureau pour une lumière optimale. Ce n'était pas de l'amour, ni peut-être jamais au sens passionné qu'elle avait imaginé, mais c'était plus qu'une simple commodité, quelque chose qui laissait d'entrevoir des possibilités qu'elle n'avait pas osé envisager lorsqu'elle avait signé leur contrat. Devant sa fenêtre, les prairies. S'étendait la perte de vue sous un ciel étoilé. Et pour la première fois depuis 8 ans, Abigail s'endormit dans une maison où elle n'était pas seule. 3 semaines après leur mariage, Abigail se retrouva agenouillée dans la terre froide derrière le ranch, les mains enfoncées dans la terre, tandis qu'elle plantait les graines du potager que Boaz lui avait offertes avec surprise. Les petits sachets de carottes, haricots, laitues et herbes aromatiques représentaient bien plus que de simples provisions pour l'année à venir. Ils étaient un symbole de permanence, d'enracinement, de construction d'un avenir commun qui allait au-delà de la simple commodité. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit Boaz en s'approchant de la grange où il s'occupait d'un maire blessé au sabot. Je peux engager quelqu'un de la ville pour planter un jardin. Je veux le faire, répondit Abigail en s'asseyant sur ses talons et en repoussant d'une mèche de cheveux de son visage. Je n'ai jamais eu de place pour plus de quelques herbes auparavant. Cela semble porteur d'espoir. Le mot restait suspendu entre eux, chargé d'une signification qu'aucun d'eux ne savait vraiment comment aborder directement. L'espoir suggérait des attentes au-delà de leur arrangement pratique, des sentiments qui allaient plus loin que la commodité mutuelle. Leur routine quotidienne s'était installée dans un rythme confortable au cours des dernières semaines. Abigail se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, marchait jusqu'à l'école pour ses cours, puis revenait dans l'après-midi pour trouver Boaz, travaillant habituellement quelque part sur la propriété. Elle passait ses soirées tranquillement à corriger des devoirs ou à lire tandis qu'il s'occupait des affaires du ranch ou travaillait sur de petites réparations. Il parlait plus facilement maintenant, partageant des observations sur la météo, le bétail, ses élèves, son travail. Mais il y avait des moments, des instants fugaces, où leurs mains se frôlaient tandis qu'elle lui passait son café, ou quand elle le surprenait à la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment interpréter. Cela suggérait que quelque chose de plus complexe se développait entre eux. J'ai parlé avec Marcus Blackwood hier, a déclaré Boaz, s'installant sur ses talons à côté d'elle et examinant la jolie rose qu'elle avait marquée pour la plantation. Il a posé des questions sur notre mariage. Les mains d'Abigail s'immobilisèrent dans le sol. Marcus Blackwood était propriétaire du ranch adjacent au leur, un homme connu pour son ambition et son ressentiment envers le succès de Boaz. Elle l'avait vu à l'église, un bel homme d'une 40aine d'années, avec des yeux calculateurs et un sourire qui ne semblait jamais les atteindre. Quel genre de question, qu'il s'agisse d'un vrai mariage ou simplement d'un arrangement légal pour vous aider à maintenir votre respectabilité? La voix de Boaz était soigneusement neutre, mais elle pouvait entendre la tension en dessous. Il semble penser qu'une femme comme toi ne s'attacherait pas volontairement à un homme comme moi, à moins qu'il n'y ait une sorte de désespoir impliqué. Ces mots ont piqué, non pas parce qu'ils étaient totalement faux, mais parce qu'ils réduisaient leur partenariat grandissant à quelque chose de trié et de pathétique. Abigail se sentit envahie par un sentiment de protection inattendu, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Boaz, et pour la manière digne dont il avait abordé leur arrangement non conventionnel. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» elle a demandé. « Je lui ai dit que notre mariage ne le regardait pas. » Boaz répondit, mais ses yeux restaient fixés sur la terre du jardin plutôt que de rencontrer son regard. Mais cela m'a fait réfléchir aux apparences, à ce que les gens attendent d'un couple marié. Abigail comprenait où il voulait en venir. Ils vivaient ensemble comme des étrangers polis, partageant l'espace et les repas, mais gardant une distance prudente qui devenait de plus en plus perceptible pour leurs voisins. À l'église, ils s'asseyaient ensemble, mais se touchaient rarement.
En ville, ils étaient cordiaux, mais pas affectueux. Pour les observateurs extérieurs, ils doivent ressembler exactement à ce que Blackwood soupçonnait. Deux personnes enfermées dans un mariage de pure convenance. Êtes-vous préoccupé par ce que les gens pensent? Elle a demandé. Je m'inquiète de ce que cela pourrait signifier pour toi, répondit-il en la regardant enfin. Si les gens commencent à croire qu'il ne s'agit pas d'un vrai mariage, cela pourrait affecter la façon dont ils vous perçoivent en tant qu'enseignant. Certaines familles plus conservatrices pourraient ne pas vouloir que leurs enfants soient éduqués par une femme dans une situation douteuse. Cette possibilité ne lui était pas venue à l'esprit, mais elle pouvait voir la logique de son inquiétude. Sa réputation était cruciale pour sa capacité à continuer d'enseigner, et tout ce qui pouvait mettre en doute sa moralité pouvait compromettre des années de travail acharné pour établir la confiance avec la communauté. Que proposez-vous? Elle a demandé. Pendant un instant, il avait l'air presque timide. Cet homme massif qui pouvait dresser des chevaux et affronter les tempêtes des prairies sans broncher. Nous pourrions faire plus d'efforts pour apparaître comme un couple marié typique en public. Je veux dire, les petites choses que font les gens mariés, comme te prendre le bras quand on marche ensemble. S'asseoir plus près à l'église, peut-être. Il s'arrêta, ses joues se colorant légèrement. Peut-être que tu pourrais m'appeler autrement que M. Cutter quand d'autres personnes sont là. La suggestion était si modeste, si raisonnable, qu'Abigail en sourit presque. Mais il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression qui l'empêchait de le traiter à la légère. Cet homme qui avait abordé leur mariage avec une telle franchise pratique demandait la permission d'agir comme son mari en public, trouvant clairement la demande plus difficile qu'il ne l'avait prévue. « Je pense que ce serait sage, dit-elle prudemment, pour notre bien à tous les deux. » Le soulagement traversa ses traits. « Bien, c'est bien. » Ils ont travaillé ensemble dans le jardin pendant l'heure suivante. Leur conversation s'est tournée vers des sujets plus sûrs, comme les légumes qui poussent le mieux dans le sol des prairies et comment protéger les plantes tendres des gelées tardives inattendues. Mais Abigail était consciente d'un changement entre eux, subtil mais significatif. Les limites de leur relation s'élargissaient, même si ce n'était que par petites étapes prudentes. Ce dimanche-là, à l'église, elle glissa sa main dans son bras alors qu'il montait les marches, sentant sa force solide sous sa paume. Pendant le service, elle s'assit suffisamment près pour que leurs épaules se frôlent de temps en temps, et lorsque le révérend Matthews demanda à la congrégation de saluer leurs voisins, Boaz posa doucement sa main sur le bas de son dos, touchée si légèrement qu'elle aurait pu l'imaginer, mais suffisamment possessive pour être remarquée par quiconque regardait. Le changement dans les réactions des gens a été immédiat et gratifiant. Madame Patterson sourit d'un air approbateur, hochant la tête comme si une question dans son esprit avait été résolue. Même Marcus Blackwood, assis 2 bancs plus loin avec sa propre femme, s'est tourné vers eux pendant le service, ses yeux se plissant légèrement alors qu'il prenait conscience de leur nouvelle proximité. Après l'église, alors qu'il se tenait dehors en train de discuter avec d'autres paroissiens, le docteur Morrison ait complimenté Boaz sur le bonheur d'Abigail. « Le mariage lui convient, » observa l'homme plus âgé, et la main de Boaz se resserra presque imperceptiblement sur son bras. « Merci, » répondit Boaz, sa voix portant une note de fierté tranquille qui fit bondir le cœur d'Abigail. « Je suis un homme chanceux. » Les mots étaient parfaitement appropriés à la consommation publique, mais quand il la regarda en les prononçant, elle vit quelque chose dans ses yeux qui allait au-delà de la simple performance. Il y avait là une véritable chaleur, peut-être même de l'affection, et cette découverte lui envoya un frisson d'espoir, d'attirance, de possibilité dans la poitrine. En rentrant de l'église, leur nouvelle intimité publique leur semblait à la fois naturelle et étrange. Elle se sentait profondément consciente de sa présence à ses côtés, de la façon dont il raccourcissait sa foulée pour s'adapter à la sienne, de la façon protectrice dont il la guidait autour des flaques d'eau et des endroits accidentés de la route. « Merci, » dit-elle alors qu'il s'approchait du ranch. « Tom. Pourquoi? Pour me soucier de ma réputation, de mon enseignement. Je sais que ce n'est pas le genre de mariage que vous auriez choisi si les circonstances avaient été différentes. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, son expression sérieuse. « Abigail, dit-il, et son nom dans sa voix grave lui envoyait encore ce petit frisson. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne t'ai pas demandé de m'épouser parce que je n'avais pas d'autre choix.
Je t'ai demandé parce que je te voulais spécifiquement. La femme qui enseigne aux enfants de cette ville depuis 8 ans, qui lit Tennyson, plante des jardins et dit ce qu'elle pense quand quelque chose compte pour elle. L'intensité de ses paroles, la conviction qui les sous-tendait, la laissèrent momentanément sans voix. Ce n'était pas l'arrangement pratique et lointain auquel elle s'était engagée. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus effrayant et de plus merveilleux que ce qu'elle s'était permis d'imaginer. « Je te voulais aussi », dit-elle doucement. L'aveu la surprend par sa véracité. Pas seulement la sécurité, pas seulement la respectabilité. Toi, l'homme qui lit de la poésie, construit des étagères et traite les contrats de mariage comme des documents sacrés. Ils se tenaient là, sur le chemin de leur maison, se regardant avec une nouvelle compréhension, une reconnaissance que leur arrangement soigneusement pratique évoluait vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais qu'ils commençaient tous deux à vouloir. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis dans le salon après le dîner, Abigail se surprit à jeter des regards furtifs à son mari pendant qu'il lisait. La lumière de la lampe captait les fils argentés de ses cheveux noirs, et il y avait quelque chose de paisible dans son expression qui lui faisait penser au contentement qu'elle ressentait en travaillant ensemble dans leur jardin. Les graines du potager étaient plantées en rangées soignées derrière leur maison, attendant la pluie et le soleil du printemps pour leur donner vie. Comme leur mariage, elle a réalisé quelque chose qui avait commencé par une nécessité pratique, mais qui se transformait lentement et prudemment en quelque chose de plus nourrissant et de plus durable que ce qu'ils avaient osé espérer. La menace de Marcus Blackwood s'est matérialisée un matin gris de novembre lorsqu'il est arrivé au ranch avec 2 hommes de main et un géomètre, affirmant que le pâturage nord de Boaz lui appartenait en réalité, selon des registres de propriétés récemment découverts. Abigail regardait depuis la fenêtre de la cuisine le déroulement de la confrontation, ses mains agrippant le bord de l'évier jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Boaz se tenait dans la cour, calme mais indéniablement dangereux, tandis que Blackwood faisait un geste vers le terrain contesté. Même de loin, elle pouvait voir la tension dans les épaules de son mari, la manière prudente dont il se tenait lorsque la colère montait sous son extérieur contrôlé. Lorsque les hommes sont finalement partis, Boaz est entré et s'est assis lourdement à la table de la cuisine, la montre de poche de son père dans ses mains. C'était une vieille montre en argent, usée et polie par des années de manipulation, et Abigail ne l'avait jamais vue avec auparavant. « Mon père a porté ce bijou pendant 30 ans, dit-il doucement, son pouce traçant les gravures complexes sur sa surface. Il travaillait dans le pâturage du Nord quand il est mort. Je l'ai trouvé là avec cette montre qui faisait encore tic-tac dans la poche de son gilet. » Abigail s'est déplacée pour s'asseoir en face de lui, attirée par la douleur dans sa voix. Durant toute leur semaine de mariage, il avait rarement parlé de sa famille, conservant la même confidentialité minutieuse sur son passé qu'il montrait dans toute chose. « Comment est-il mort ?» demanda-t-elle doucement. « Crise cardiaque », a déclaré le médecin. Mais il n'avait que 42 ans, fort comme un bœuf. La mâchoire de Boaz se serra. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas plus que ça. Il avait des différends avec Blackwood au sujet des droits d'eau et des limites de pâturage. Mon père était confiant. Il croyait que les hommes réglaient leurs différends par les mots et non par les armes. Le sous-entendu planait lourdement entre eux. Abigail ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent de novembre qui faisait vibrer les fenêtres. « Tu crois que Blackwood a quelque chose à voir avec la mort de ton père? » Je pense que Marcus Blackwood est le genre d'homme qui voit ce qu'il veut et trouve le moyen de l'obtenir, peu importe qui en souffre. Boaz ferma la montre avec un cliquetis sec. Il tournait autour de ce ranch comme un vautour depuis la mort de mon père, cherchant n'importe quel prétexte pour s'en emparer. Que voulait-il aujourd'hui? Le pâturage nord prétend qu'il possède un acte de propriété antérieur au nôtre de 5 ans. La voix de Boaz était amère. Heureusement que cet acte refait surface maintenant que j'ai une femme à prendre en compte, que je ne suis plus seulement responsable de moi-même. La note protectrice dans sa voix me réconfortait. La poitrine d'Abigail, alors même que la peur s'installait comme une pierre froide dans son estomac. Elle commençait à comprendre que leur mariage les avait tous deux ciblés, car elle était désormais liée au bien et à la prospérité de Boaz. Lui, car il possédait désormais quelque chose de précieux qui pouvait être menacé. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle.
Se battre légalement pour l'instant. Envoyons notre propre géomètre. Examiner les documents. Il la regarda droit dans les yeux et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans son incertitude brune et glaciale, peut-être même dans la peur. Mais Abigail, je veux que tu comprennes dans quoi tu t'es engagé en m'épousant. Cela pourrait devenir dangereux. Tu essaies de me faire peur? Demanda-t-elle, surprise par la fermeté de sa voix. J'essaie de te donner une chance de partir avant que les choses n'empirent. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne l'avait imaginé. Après des semaines de rapprochement grandissant, d'affection timide naissante entre eux, ils pensaient encore à leur mariage comme à quelque chose qu'elle pourrait vouloir fuir. Et aller où? Demanda-t-elle d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Retourner à mon chalet, de retour à la vieille fille qui n'a même pas réussi à faire fonctionner un mariage de convenance. Vous pourriez quitter Red Ridge complètement. Recommencer ailleurs. Je veillerai à ce que tu aies assez d'argent pour arrêter. Le mot fut prononcé avec une telle force que Boaz se renversa en arrière sur sa chaise. Arrête, tout simplement. Tu crois que je suis le genre de femme à fuir au premier signe de difficulté? Tu crois que 8 ans à enseigner aux enfants des régions frontalières comment survivre seuls aux hivers des prairies? Comment construire une vie dans ce pays rude, m'ont rendu si fragile que je ne peux plus gérer un conflit foncier? Je pense que tu es courageuse et forte et que tu mérites une vie paisible, répondit-il doucement. Je pense que tu as déjà fait suffisamment de sacrifices pour les besoins des autres et tu ne devrais pas avoir à sacrifier ta sécurité pour la mienne. La douceur de sa voix dissipa sa colère aussi vite qu'elle était montée. Il ne s'agissait pas de douter de sa force. Il s'agissait de son refus de la mettre en danger, de son besoin de protéger ce qui lui était devenu précieux. « Boaz, dit-elle en tendant la main par-dessus la table pour couvrir ses mains des siennes. Ce contact sembla les surprendre tous les deux. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique entre eux. « Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant, notre maison. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Il leva les mains, paume vers le haut, capturant les siennes dans ses mains beaucoup plus grandes. Les callosités de ses doigts témoignaient d'années de dur labeur, et elle se surprit à les parcourir du pouce, émerveillée par la douceur dont ses mains puissantes étaient incapables. « Je n'ai jamais eu personne à protéger auparavant, admit-il. Jamais personne dont la sécurité comptait plus que la mienne. C'est terrifiant. » Sa confession était si honnête, si vulnérable, qu'elle en eut le souffle coupé. Cet homme, qui semblait assez fort pour affronter des ours, n'avait pas peur pour lui-même, mais pour elle. « Tu n'es plus seul, dit-elle doucement. Nous nous protégeons les uns les autres. » Ce soir-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils s'assirent ensemble sur le canapé du salon plutôt que sur des chaises séparées. C'était un détail, mais significatif. Une nouvelle limite franchie, un pas de plus vers une véritable intimité. Tandis qu'elle travaillait sur ses plans de cours et qu'il examinait des documents juridiques relatifs aux litiges fonciers, leurs épaules se touchaient de temps en temps, créant une chaleur qui n'avait rien à voir avec le crépitement du feu dans l'âtre. « Lisez-moi quelque chose, dit-il soudain, en désignant d'un signe de tête le recueil de poésie qu'elle avait mis de côté. Elle prit le volume de Tennyson et se tourna vers l'un de ses passages préférés. Sa voix était douce dans la pièce silencieuse tandis qu'elle lisait à haute voix, et elle était parfaitement consciente qu'il l'écoutait, de la façon dont son attention se concentrait complètement sur elle lorsqu'elle parlait. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant un long moment. « Ta voix est belle, dit-il finalement. Je pourrais t'écouter lire toute la soirée. » Le compliment lui fit monter la chaleur aux joues. Mes étudiantes ne seraient pas d'accord. Ils disent que je deviens trop dramatique quand je lis des histoires à voix haute. Ils ont tort. Sa voix était rauque et exprimait une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. Vous donnez vie aux mots. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à se retirer dans leur chambre séparée, Boaz lui attrapa doucement la main alors qu'elle passait devant lui en direction des escaliers. « Abigail, dit-il, et quelque chose dans sa voix fit bondir son cœur. Merci d'être restée, d'avoir choisi de me soutenir au lieu de chercher refuge ailleurs. » Elle leva les yeux vers lui, cet homme immense qui lisait de la poésie et s'inquiétait pour sa sécurité, et qui portait la montre de son père comme un talisman contre la perte. « Merci de m'avoir donné quelque chose qui vaille la peine d'être défendu. » Il porta sa main à ses lèvres et déposa un baiser sur ses jointures, comme il l'avait fait le jour de leur mariage. Mais cette fois, le geste semblait atypique, formel, plus intime, chargé du lien grandissant qui les unissait.
En montant l'escalier menant à sa chambre, Abigail emporta avec elle le souvenir de son contact, la chaleur dans ses yeux lorsqu'il la regardait, la certitude grandissante que leur arrangement se transformait en quelque chose de plus profond et de plus précieux que ce qu'ils avaient osé espérer. Dehors, le vent de novembre hurlait sur la prairie, portant avec lui la promesse de tempêtes hivernales et de défis inconnus. Mais à l'intérieur de leur maison, quelque chose de fragile et de beau prenait racine, se renforçant de jour en jour, le faux. On le découvrit dans un endroit improbable, coincé entre les pages d'un livre sur l'élevage bovin qu'Abigail avait emprunté à la bibliothèque de l'église. Elle cherchait des informations pour mieux comprendre le travail de Boaz lorsque le papier plié vola au vent, atterrissant à ses pieds comme un message du destin. À première vue, il s'agissait d'un simple acte foncier, le genre de document juridique qui proliférait comme des mauvaises herbes sur un territoire où les frontières changeaient constamment et les revendications se chevauchaient. Mais en examinant le document de plus près, son œil d'enseignante, habitué à repérer les incohérences et les falsifications dans les travaux des élèves, remarqua plusieurs incohérences troublantes. Le papier était certes ancien, mais l'encre semblait trop foncée, trop fraîche. L'écriture, tout en essayant d'imiter l'écriture formelle des documents officiels d'il y a 20 ans, présentait des caractéristiques subtiles qui la qualifiaient de beaucoup plus récente. Plus accablant encore, le sceau de l'arpenteur portait un nom qu'elle reconnaissait, Thomas Hartley, qui n'était autorisé à exercer sur le territoire que depuis 3 ans. Ses mains tremblaient sous l'étilleuse, effet de ce qu'elle tenait. Abigail rassembla ses jupes et traversa la prairie en courant vers le pâturage nord, où Boaz réparait la clôture. Le vent lui détachait les cheveux de son chignon soigné, et son souffle s'échappait par bouffées aiguës dans l'air froid, mais elle ne ralentit pas avant de l'avoir rejoint. « Boaz » appela-t-elle en brandissant le document. « Tu dois voir ça. » Il se redressa immédiatement de son travail, sentant l'urgence dans sa voix. Quand elle lui pressait le papier dans les mains, son expression s'assombrissait à chaque ligne qu'il lisait. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-il doucement. Mais il y avait quelque chose de dangereux dans son ton qui la fit se rapprocher de lui instinctivement. Entre les pages d'un livre de la bibliothèque de l'Église, caché comme si quelqu'un avait l'intention de le récupérer plus tard, mais l'avait oublié. Elle observa son visage tandis qu'elle commençait à comprendre. « C'est un faux, n'est-ce pas? » L'acte que Blackwood a montré à l'arpenteur. Plus que faux. Sa voix était ferme, mais elle pouvait voir la colère monter dans ses yeux comme des nuages d'orage se rassemblant à l'horizon. Ceci est une copie d'entraînement. Regarde ici. Il a pointé du doigt des corrections dans la marge, des endroits où quelqu'un avait testé différentes variantes de l'écriture falsifiée. Celui qui a fait cela perfectionnait sa technique avant de créer la version finale. Les implications s'abattent sur Abigail comme une vague de froid. Il planifie cela depuis des années. La revendication sur votre terre, les menaces, tout cela. Plus longtemps que ça, je pense. Boaz plia soigneusement le document, ses mouvements étant délibérés et contrôlés. Mon père est décédé il y a 20 ans ce mois-ci. Ici même, dans ce pâturage, travaillant seul, sans témoin. Il regardait la terre disputée avec des yeux qui semblaient me voir dans le passé. J'avais 17 ans, j'étais en deuil, dépassé par la tâche de gérer un ranch pour lequel je n'étais pas prêt. Si quelqu'un avait voulu modifier les registres de propriété, voler des terres, dissimuler un crime, cela aurait été le moment idéal. Les mots restaient suspendus entre eux, lourds d'une terrible possibilité. Abigail se sentit mal lorsque l'ampleur de la tromperie de Marcus Blackwood devint claire. Il ne s'agissait pas seulement de terre ou d'argent. Il s'agissait d'un meurtre dissimulé par de faux documents et des décennies de planification patiente. « Nous devons le dire à quelqu'un, dit-elle. Le shérif, les autorités territoriales, avec quelle preuve? » Le rire de Boaz était amer. Un document qui prouve que quelqu'un a pratiqué la falsification d'un acte. Ce n'est pas une preuve de meurtre, Abigail. Ce n'est guère une preuve de fraude. Alors qu'est-ce qu'on fait? Avant qu'ils ne puissent répondre, le bruit des chevaux qui approchaient attira leur attention. Marcus Blackwood se dirigeait vers eux avec 4 hommes, tous armés, leurs visages sombres et déterminés. Abigail se rapprocha instinctivement de Boaz, et elle sentit son bras l'entourer de manière protectrice. « Cutter !» cria Blackwood en maîtrisant son cheval à 6 mètres de distance. « Je suis venu vous donner une dernière chance d'être raisonnable à propos du pâturage nord.
Signez l'acte et il n'y aura aucun désagrément. La réponse est la même qu'hier, répondit Boaz calmement. Mais Abigail pouvait sentir la tension dans son corps comme un ressort enroulé. Cette terre m'appartient et elle reste avec moi. Les yeux de Blackwood se tournèrent vers Abigail et elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Leur froideur calculatrice à l'oreille lui faisait ramper la peau, même si cela signifie mettre ta jolie petite femme en danger. La menace était indéniable, et Abigail sentit le bras de Boaz se resserrer autour d'elle. Mais au lieu de la peur qu'elle s'attendait à ressentir, elle se sentit envahie par une colère ardente. Comment cet homme ose-t-il venir chez eux, menacer leur vie commune, tenter de leur voler ce qu'ils construisaient par le mensonge et l'intimidation? Vous perdez votre temps, Monsieur Blackwood, dit-elle, sa voix portant toute l'autorité qu'elle utilisait lorsqu'elle avait affaire à des étudiants indisciplinés. Nous sommes au courant de l'acte falsifié. Nous savons que vous planifiez cette fraude depuis des années. La couleur disparut du visage de Blackwood et sa main se dirigea instinctivement vers le pistolet sur sa hanche. Tu ne sais pas de quoi tu parles, n'est-ce pas? Abigail retira le document d'entraînement de la main de Boaz et le leva. Le show de Thomas Hartley sur un acte prétendument vieux de 23 ans, alors qu'il n'a de permis que depuis 3 ans. Une écriture qui ressemble étrangement à la tienne, Marcos. Des corrections dans les marges où vous avez pratiqué votre falsification. Le sang-froid de Blackwood s'est complètement brisé. Donne-moi ce papier, pour que tu puisses détruire les preuves. Je ne pense pas. Elle glissa le document dans son corsage où il serait à l'abri des mains. Ceci sera transmis aux autorités territoriales avec un compte rendu complet de vos tentatives de fraude à l'encontre de mon mari. Ton mari? Blackwood gronda, son masque de civilité tombant complètement. Tu penses qu'il t'a dit toute la vérité sur ton précieux mariage pratique? Demandez-lui ce qui s'est réellement passé dans ce pâturage la nuit où son père est mort. Abigail sentit Boaz se raidir à côté d'elle, mais elle garda les yeux fixés sur Blackwood. De quoi parles-tu? Son père n'est pas mort d'une crise cardiaque, poursuivit Blackwood d'une voix pleine de malice. Il est mort parce qu'il était trop têtu pour accepter une proposition commerciale raisonnable. Lorsque je lui ai proposé d'acheter ce pâturage à un prix équitable, il a refusé. Quand j'ai suggéré que nous puissions régler nos différends en privé, il a menacé d'aller voir le shérif. Le sourire de Blackwood était froid comme un vent d'hiver. Alors, je lui ai fait comprendre que certaines décisions sont irréversibles. La confession lui a fait l'effet d'un coup de poing. Abigail entendit Boaz émettre un son profond, entre un grognement et un sanglot, et elle comprit qu'il venait d'entendre un homme avouer un meurtre. « Tu l'as tué », dit Boaz d'une voix à peine humaine. « Je me suis défendu quand il m'a attaqué », répondit Blackwood d'une voix douce. Malheureusement, son cœur n'a pas supporté la tension d'une confrontation physique. Au moment où j'ai pu obtenir de l'aide, il était trop tard. C'était un mensonge enveloppé de juste assez de vérité pour offrir une protection juridique. Abigail s'est rendu compte que Blackwood avouait, mais d'une manière qui pourrait être expliquée comme de la légitime défense si jamais l'affaire était portée devant le tribunal. Et puis, vous avez passé 20 ans à falsifier des documents pour voler ses terres. Elle dit, l'esprit de son professeur assemblant les pièces de sa longue tromperie, attendant que son fils ait une femme à menacer, quelque chose de précieux qui pourrait lui être enlevé. Rien de personnel contre vous deux, dit Blackwood, son ton raisonnable contrastant avec les armes que ces hommes exhibaient désormais ouvertement. Juste des affaires. La terre a de la valeur, et j'ai vu une opportunité d'en acquérir à un prix raisonnable. Meurtre et fraude, dit froidement Abigail, c'est votre définition des pratiques commerciales raisonnables. Blackwood haussa les épaules. La frontière est un endroit dangereux. Les accidents arrivent, les gens disparaissent, les jeunes veuves décident parfois de laisser derrière elles des souvenirs douloureux et de recommencer ailleurs. La menace était claire et Abigail sentit la glace couler dans ses veines. Mais à côté de la peur, elle ressentait autre chose. Une détermination farouche à protéger la vie qu'elle et Boaz construisaient ensemble pour résister à cet homme qui avait déjà tant détruit. « Tu as fait une erreur, Marcus, dit-elle, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Quoi? Vous pensiez que j'étais le genre de femme qui pouvait se laisser intimider. » Elle le regarda droit dans les yeux, lui laissant voir l'acier dans ses yeux qui l'avaient soutenu pendant 8 ans d'enseignement à la frontière. Vous aviez tort. L'espace d'un instant,
Une sorte d'incertitude passa dans l'expression de Blackwood. Puis son visage se durcit à nouveau et il fit signe à ses hommes. « On verra bien, dit-il. Vous avez jusqu'au coucher du soleil demain pour signer l'acte de propriété du pâturage nord. Si vous ne le faites pas, votre mari pourrait avoir un accident, tout comme son père. Et les jolies jeunes veuves, eh bien, elles ont parfois besoin de réconfort dans leur chagrin. » Il fit demi-tour avec son cheval et partit avec ses hommes, laissant Abigail et Boaz seuls dans le pâturage disputé. Le faux document semblait brûler contre sa poitrine là où elle l'avait caché. Des preuves de crime qui s'étendaient sur 20 ans et qui promettaient de se prolonger dans leur avenir s'ils ne trouvaient pas un moyen d'arrêter Marcus Blackwood une fois pour toutes. « Il a tué mon père », dit Boaz doucement, les mots arrachés du plus profond de lui-même. « Oui, » répondit Abigail en prenant sa main dans la sienne. « Et maintenant, nous allons nous assurer qu'il paye pour cela. » Cette nuit-là, Boaz disparut dans la grange et revint avec un étui à fusil qu'Abigail n'avait jamais vu auparavant. À l'intérieur, niché dans du velours usé, se trouvait un fusil Winchester qui avait manifestement été utilisé à de nombreuses reprises. Ses mains étaient respectueuses tandis qu'il le soulevait, vérifiant ses mécanismes avec l'aisance exercée de quelqu'un qui connaissait intimement les armes. « J'espérais ne plus jamais avoir à toucher ça, » dit-il doucement, sans la regarder dans les yeux. « Je l'ai porté pendant 3 ans dans l'armée avant de rentrer chez moi pour reprendre le ranch. J'ai juré lors de ma démobilisation que j'en avais fini avec les meurtres. » Abigail le regarda nettoyer et charger le fusil, ses mouvements étant économiques et précis. C'était une autre facette de l'homme qu'elle avait épousé, pas seulement le gentil éleveur qui lisait de la poésie et construisait des étagères, mais un soldat qui avait vu le combat, qui comprenait la violence d'une manière qu'elle pouvait à peine imaginer. « Tu n'es pas obligée de faire ça toute seule, » dit-elle, se surprenant elle-même par ses mots. Il leva alors les yeux vers elle, son expression était un mélange de tendresse et de douleur. « Abigail, tu ne peux pas faire partie de ça. S'il m'arrive quelque chose, rien ne t'arrivera. » Elle se dirigea vers l'étui à armes et en sortit une arme plus petite, un pistolet qui tenait plus confortablement dans ses mains. « Et je ne te laisserai pas affronter Blackwood et ses hommes sans renfort. Tu ne sais pas comment l'utiliser? Alors apprends-moi. » Sa voix portait la même détermination qui l'avait soutenu pendant 8 ans d'enseignement frontalier, la même force qui l'avait aidé à construire une vie à partir de rien. Après ses fiançailles rompues, « Je ne me cache pas à la maison pendant que mon mari se bat pour notre avenir. » Pendant un long moment, ils se regardèrent à travers la table de la cuisine, les armes entre eux représentant des choix qu'aucun des deux n'avait voulu faire. Boaz tendit alors la main vers le pistolet, vérifiant son fonctionnement avec la même attention minutieuse qu'il avait portée au fusil. « Les principes de base d'abord, » dit-il, sa voix prenant le ton patient d'un instructeur expérimenté. « Ne le pointez jamais vers quelque chose que vous n'avez pas l'intention de détruire. Partez toujours du principe qu'il est chargé. Gardez votre doigt loin de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer. » Ils ont passé l'heure suivante dans la grange à utiliser des balles de foin comme cible pendant qu'il lui enseignait les bases du tir. Ses mains tremblaient au début, non pas de peur, mais à cause du poids de ce à quoi elle se préparait. À la fin de la leçon, elle pouvait atteindre le centre d'une cible la plupart du temps, même si ses oreilles bourdonnaient à cause du bruit et ses bras lui faisaient mal à cause des mouvements inhabituels. « Tu es un naturel, » dit Boaz alors qu'il retournait à la maison, et il y avait de la fierté dans sa voix, à côté de l'inquiétude. « Mais tirer sur des bottes de foin est différent de tirer sur des gens qui veulent nous tuer, » a-t-elle conclu. « Je comprends, mais je ne laisserai pas la peur me rendre inutile quand tu auras besoin de moi. » Le lendemain matin, arrivèrent les visiteurs du Dr. Morrison, du révérend Matthews et de 3 autres hommes de la ville, tous armés et au visage sombre. Abigail les regardait depuis la fenêtre de la cuisine tandis qu'ils parlaient avec Boaz dans la cour, leur conversation trop basse pour qu'elle puisse l'entendre, mais leur objectif était clair d'après leur posture. Quand Boaz entra, son expression était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis le début des menaces de Blackwood. « Les mots ont circulé sur ce qui s'est passé hier, » dit-il en s'installant sur sa chaise à la table de la cuisine. « Il semble que Blackwood se soit fait des ennemis en ville depuis des années. Le Dr. Morrison se souvient de certaines blessures suspectes sur les mains de Blackwood. Des hommes qui posaient trop de questions ou qui en savaient trop. Le révérend Matthews affirme que 3 familles ont quitté la ville soudainement
après des conflits avec Blackwood au sujet des droits fonciers ou sur nous. Ils vont t'aider. Ils vont se tenir à nos côtés. Sa main trouva la sienne de l'autre côté de la table, chaude et stable. Il ne s'agit plus seulement de notre ranch. Il s'agit d'arrêter un homme qui terrorise tout ce comté depuis des décennies. Le plan qu'ils ont élaboré était simple mais efficace. La date limite fixée par Blackwood était le coucher du soleil, et il pariait qu'il viendrait la faire respecter personnellement, en faisant appel à ses mercenaires pour garantir le respect de cette date. Les hommes de la ville se positionnaient autour du ranch, créant un feu croisé qui rendait impossible la retraite de Blackwood une fois les tirs commencés. « Quel est mon rôle? » Abigail a demandé. « Tu restes en sécurité dans la maison pendant qu'on s'occupe de ça? » Boaz répondit, mais son ton suggérait qu'il savait déjà quelle serait sa réponse. « Non. » Elle regarda autour de la table les hommes assemblés, sa voix portant toute l'autorité qu'elle utilisait dans sa classe. Ce combat a commencé parce que Blackwood pense qu'il peut intimider une femme. Il pense que je suis une faiblesse qu'il peut exploiter. Je ne me cacherai pas pendant que vous risquez vos vies pour me protéger. Le Dr. Morrison s'éclaircit la gorge maladroitement. « Madame Cutter, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas un travail pour une dame. Avec tout le respect que je vous dois, docteur, interrompit-elle, je prends soin de moi sur cette frontière depuis 8 ans. Je peux tirer. Je peux penser clairement sous pression. Et j'ai autant le droit de défendre mon foyer que n'importe qui d'autre à cette table. » Les hommes échangèrent des regards incertains, visiblement mal à l'aise à l'idée d'une femme au combat. Mais Boaz la regardait avec une pointe d'admiration. « Elle a raison, dit-il doucement. C'est aussi son combat, et elle a prouvé qu'elle ne se laissera ni intimider ni écarter. » Le révérend Matthews s'agita mal à l'aise. « C'est contre nature, une femme dans une fusillade. Ce qui va contre nature, c'est un meurtre déguisé en business, répondit Abigail sèchement. Marcus Blackwood a tué le père de mon mari et a passé 20 ans à profiter de ce crime. Si vous pensez que je vais me recroqueviller dans un coin pendant qu'il menace de faire la même chose à Boaz, vous ne me connaissez pas très bien. » La discussion a continué pendant 1 heure, mais finalement les hommes ont accepté de l'inclure dans leur plan. Elle se positionnait à la fenêtre de l'étage de la maison, d'où elle pouvait voir l'approche depuis la route principale et fournir un tir de couverture si nécessaire. Ce n'étaient pas les lignes de front, mais c'était une participation, et cela reconnaissait son droit de se battre pour la vie qu'elle et Boaz construisaient ensemble. Alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, les hommes prirent position. Le Dr. Morrison derrière la grange, le révérend Matthews et 2 autres dans le petit bosquet de peupliers près du ruisseau, l'homme restant dans la hutte d'où il pouvait voir dans toutes les directions. Boaz resta dans la cour, visible et apparemment seul, même si Abigail savait qu'il avait le fusil à portée de main. Elle s'installa à la fenêtre de la chambre, le pistolet chargé et prêt dans ses mains. De ce point de vue, elle pouvait voir la route s'étendre vers la ville, vide maintenant, mais bientôt chargée d'hommes déterminés à commettre des violences et des vols. L'attente était la partie la plus difficile. Alors que les ombres s'allongeaient et que la température baissait, Abigail se retrouva à penser aux changements survenus dans sa vie au cours des derniers mois. Il y a 6 mois, elle s'était résignée à rester célibataire, se contentant de sa petite existence sûre d'institutrice à l'école de la ville. Elle était désormais mariée à un homme dont elle tombait amoureuse et se préparait à mener une fusillade contre des meurtriers et des voleurs. L'ironie ne lui échappait pas. Les menaces de Marcus Blackwood avaient accompli quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Ils l'avaient forcé, elle et Boaz, à dépendre l'un de l'autre, à dépasser les limites de prudence de leur arrangement pratique pour aller vers quelque chose de plus profond et de plus précieux que ce qu'ils avaient osé espérer. Un mouvement sur la route a attiré son attention. Des cavaliers s'approchent de 5 hommes lourdement armés, Marcus Blackwood indéniablement en tête. Abigail sentit son cœur s'emballer, mais ses mains restèrent fermes sur le pistolet. Quoi qu'il arrive dans les minutes qui suivent, cela déterminerait non seulement leur survie physique, mais aussi si la vie qu'elle et Boaz construisaient ensemble pourrait continuer à grandir. Elle les regarda se rapprocher, vit la manière confiante avec laquelle Blackwood asseyait de son cheval, la violence désinvolte suggérée par les postures de ses compagnons. Il pensait que ce serait facile et intimidant Rancher et sa femme effrayée, abandonnant des terres précieuses plutôt que de risquer un combat qu'ils ne pourraient pas gagner.
Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. « Fais attention, murmura-t-elle, même si elle n'était pas sûre si les mots étaient destinés à Boaz, à elle-même, ou à l'amour fragile mais grandissant, qui les avait surpris tous les deux par sa force et sa promesse. La cloche de l'école qu'Abigail avait empruntée à l'école était posée sur le rebord de la fenêtre à côté d'elle, sa surface en laiton brillant sous le soleil de fin d'après-midi. Ce serait son signal aux hommes positionnés autour du ranch 3 sonneries rapides lorsque Blackwood et ses cavaliers arriveraient à portée. 2 autres lorsque la fusillade a commencé. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. Marcus Blackwood entra dans la cour comme un général conquérant, ses 4 mercenaires déployés dans une formation pratiquée qui témoignait d'une expérience avec ce genre d'intimidation. Ils étaient confiants, détendus, ne s'attendant visiblement à aucune réelle résistance de la part d'un éleveur et de sa femme institutrice. « Cutter !» cria Blackwood, sa voix portant facilement à travers la cour. « Le temps est écoulé, prêt à être raisonnable, ou devons-nous rendre la situation désagréable? » Boaz se tenait devant la maison, les mains libres, la carabine Winchester appuyée contre la balustrade du porche à portée de main. De sa position à la fenêtre, Abigail pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon précise dont il équilibrait son poids, prêt à bouger dans n'importe quelle direction, à tout moment. « Je te l'ai dit hier, » répondit Boaz d'une voix calme et posée. « Cette terre m'appartient. Elle appartenait à mon père et à moi. Ton père est mort, » dit Blackwood avec une cruauté désinvolte. « Depuis 20 ans, il est temps de tourner la page et d'affronter la réalité. » La main d'Abigail serra la cloche de l'école. Les hommes étaient maintenant assez proches, bien à portée de main. Elle souleva la cloche et la sonna 3 fois, les noces de bronze clair résonnant à travers la prairie comme un avertissement. Blackwood releva brusquement la tête en entendant le son, cherchant du regard la source. « Qu'est-ce que c'était? » demanda le Dr. Morrison. Surgissant de derrière la grange, son fusil pointé sur le tueur à gages le plus proche. « C'était le bruit que ta chance tournait, Marcus. » La transformation fut immédiate et électrique. Les hommes de Blackwood saisirent leurs armes, mais ils se retrouvèrent face à des canons de 3 directions tandis que les villageois émergeaient de leur position. Le révérend Matthews sortit des peupliers, sa douceur habituelle remplacée par une détermination farouche. Les autres hommes sortirent de leur cachette, tous armés. « On dirait que vous êtes en infériorité numérique, » dit Boaz, attrapant enfin sa Winchester et la pointant sur Blackwood lui-même. « Peut-être devriez-vous reconsidérer votre position. » Un instant. Le tableau montrait des hommes armés par Helton se faisant face de l'autre côté de la cour du ranch, la tension crépitant entre eux comme un éclair avant l'orage. Abigail retint son souffle, sachant que les prochaines secondes détermineraient si la situation se terminerait par des mots ou par la violence. Puis l'un des individus les plus méchants, maigres et dangereux de Blackwood, avec des cicatrices au visage, prit la décision pour tout le monde. Sa main se précipita vers son arme et la cour explosa. Chaos. Abigail sonna à nouveau la cloche de l'école 2 fois. Le signal du combat retentit, bien que les coupes de feu qui éclatèrent rendirent un tout autre signal inutile. Elle leva son pistolet, visa l'un des hommes de Blackwood qui tentait de contourner le Dr. Morrison et appuya sur la détente. Le recul la surprit, plus fort qu'elle ne l'avait prévu, mais son tir fut précis. L'homme pivota et tomba, se tenant l'épaule, son arme lui échappant des mains. Elle n'avait jamais tiré sur un être humain auparavant, et la réalité la frappa comme un coup de poing. La responsabilité, le caractère irréversible de la violence, la façon dont elle changeait tout en un instant. Mais il n'y avait pas de temps pour la réflexion. En bas, dans la cour, Boaz se déplaçait avec la grâce fluide d'un soldat entraîné, se cachant sous le porche tout en maniant son fusil avec une efficacité redoutable. L'un des hommes de Blackwood était définitivement à terre. Un autre, blessé, tentait de ramper pour se mettre à l'abri, mais Marcus Blackwood lui-même était descendu de cheval et se dirigeait vers la maison, l'air meurtrier. « Viens par ici, Cooper !» cria-t-il. Son sang-froid finit par craquer. « Affronte-moi comme un homme au lieu de te cacher derrière ta femme d'institutrice. » L'insulte fit jaillir une rage folle dans la poitrine d'Abigail. Elle se pencha par la fenêtre, son pistolet pointé sur le centre de gravité de Blackwood. « Je ne me cache pas, » lui cria-t-elle. « Je suis là. » Blackwood releva brusquement la tête et leurs regards se croisèrent en un instant au loin.
Elle y vit de la surprise et quelque chose qui aurait pu être du respect avant que son visage ne se durcisse à nouveau. Tu aurais dû t'occuper de tes affaires, maîtresse d'école, grogna-t-il en pointant son arme sur sa fenêtre. Mais Boaz était déjà en mouvement, se précipitant du porche avec un rugissement de pure rage qui semblait secouer l'air même. N'ose pas pointer cette arme sur ma femme. Les deux hommes se sont heurtés au centre de la cour avec une force déchirante. Le tir de Blackwood passe à côté alors que Boaz le plaque au sol. Ils roulèrent dans la poussière, luttant pour contrôler leurs armes. Et Abigail réalisa avec une horreur croissante qu'elle ne pouvait pas obtenir un tir clair sans risquer de toucher son mari. Autour d'eux, la bataille touchait à sa fin. Le Dr. Morrison et les autres habitants de la ville avaient maîtrisé ou dispersé les derniers mercenaires. Mais le véritable combat, la guerre personnelle entre Boaz et l'homme qui avait assassiné son père, ne faisait que commencer. Blackwood était plus petit que Boaz, mais nerveux et désespéré. Se battant avec la ruse vicieuse d'un animal acculé, il réussit à se libérer de l'emprise de Boaz et recula, son arme revenant à lui. « Tu aurais dû mourir avec ton père », hurla-t-il, son doigt se resserrant sur la gâchette. La cloche de l'école était toujours dans la main gauche d'Abigail, son poids solide et rassurant. Sans réfléchir, elle retira son bras et la lança avec toute la force et la précision que 8 années de surveillance dans la cour de récréation lui avaient conférées. La cloche de cuivre frappa Blackwood à la tête avec un bruit retentissant, le projetant sur le côté au moment même où son tir partait. La balle destinée au cœur de Boaz traversa sans faire de mal l'air où il se tenait un instant plus tôt. Et Boaz était de nouveau sur Blackwood. Cette fois, sans interférence, sans armes entre eux, juste deux hommes réglant une dette de 20 ans de retard. Le combat dans la cour fut brutal et décisif. Blackwood, hébété par leurs impacts de la cloche, ne put rivaliser avec la taille, la force et la fureur vertueuse de Boaz. En quelques instants, il fut plaqué au sol, les mains de Boaz autour de sa gorge. 20 ans de chagrin et de colère, enfin trouvés. « C'est pour mon père », grogna Boaz d'une voix à peine perçante. « Humain. Pour chaque année où tu m'as laissé croire qu'il était mort de cause naturelle. Chaque nuit, je me demandais si j'aurais pu le sauver. » Le visage de Blackwood virait au violet, ses jambes s'agitaient faiblement tandis qu'il cherchait de l'air. Autour d'eux, les autres hommes observaient dans un silence sinistre, comprenant qu'il s'agissait de justice rendue et non de meurtre. Mais Abigail voyait quelque chose dans le visage de son mari qui la terrifiait, une noirceur qui annonçait une limite sur le point d'être franchie. Un choix qui le hanterait pour le restant de ses jours, aussi justifié soit-il. Le soldat en lui, celui qui avait déjà vu trop de violence, prenait le contrôle. « Boaz !» cria-t-elle depuis la fenêtre, sa voix tranchant la brume rouge de sa rage. « Ne fais pas ça. Il ne mérite pas d'être damné. » L'espace d'un instant, son étreinte se resserra, et elle pensa qu'il ne l'entendrait peut-être pas. Puis ses yeux croisèrent les siens au loin, et elle vit l'homme qu'elle avait épousé lutter contre les ténèbres de son passé, l'amour mêlé de vengeance dans son expression. Lentement, ses mains se desserrèrent. Blackwood haletait et sifflait, prenant des respirations désespérées, mais il était vivant. « Tu as raison, » dit Boaz d'une voix émue. « Il n'en vaut pas la peine. » Il baissa les yeux vers l'homme brisé sous lui. « Mais il va payer pour ce qu'il a fait. » Le Dr. Morrison s'avança avec une corde tirée de sa trousse médicale et ils ligotèrent Blackwood solidement, alors qu'il était encore trop hébété pour résister efficacement. L'acte falsifié qu'Abigail avait découvert, ainsi que les aveux de Blackwood devant témoins, suffiraient à le faire pendre pour meurtre et fraude. Alors que l'adrénaline du combat commençait à retomber, Abigail se sentit tremblante de réaction. Elle posa soigneusement le pistolet sur le rebord de la fenêtre et descendit précipitamment. Désespérée de toucher son mari pour se rassurer qu'il était entier et incompris, il la rejoignit au bas de l'escalier, l'enlaçant avec une force désespérée. Pendant un long moment, ils restèrent embrassés sans un mot, tremblant tous deux des conséquences de la violence et conscients d'avoir failli perdre tout ce qu'ils avaient construit ensemble. « J'ai cru qu'il allait te tuer », murmura-t-elle contre sa poitrine. « J'ai cru qu'il allait te tirer dessus par la fenêtre », répondit-il d'une voix rauque d'émotion. « Quand je l'ai vu pointer son arme sur toi, mais il ne l'a pas fait. Nous sommes tous les deux là. Nous sommes tous les deux vivants. »
Le docteur Morrison s'éclaircit la gorge respectueusement. Nous devrions amener Blackwood en ville, le remettre au shérif avant que la nouvelle ne se répande et que quelqu'un décide de se faire justice lui-même. Alors que les hommes s'apprêtaient à transporter leur prisonnière, le révérend Matthews s'approcha d'Abigail, un objet scintillant à la main, l'alliance de sa mère qu'elle réalisa n'avoir jamais portée. « J'ai trouvé ça par terre, dit-il doucement. Tu es tombé de tes affaires pendant la bagarre. » Elle fixa la simple alliance en or, symbole de rêve qu'elle croyait perdu à jamais. Puis elle leva les yeux vers Boaz, cet homme qui lui avait offert non pas l'amour passionné qu'elle avait imaginé, mais un partenariat plus profond et plus durable, le respect et l'amour qui, des débuts de concret, étaient devenus précieux et vrais. « Veux-tu me la passer au doigt ?» lui demanda-t-elle doucement. Ses mains étaient douces, tandis qu'il glissait l'anneau en place, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Avec cet anneau, dit-il doucement, faisant écho aux paroles d'une cérémonie qu'il n'avait jamais eue. Je t'épouse non par commodité ou nécessité, mais par amour. Par amour, répéta-t-elle, et ces mots résonnèrent comme un vœu plus sacré que tous ceux qu'ils avaient prononcés à l'église. Le soleil se couchait sur la prairie, peignant le ciel de nuances éclatantes d'orange et d'or, tandis que Marcus Blackwood était embarqué dans le chariot du docteur Morrison pour le voyage vers la ville et la justice. Ses mercenaires étaient morts ou capturés. Son règne de terreur, long de plusieurs décennies, prit enfin fin. « C'est fini, répéta Boaz, dit-il, serrant fort la taille d'Abigail, tandis qu'il regardait le chariot disparaître sur la route. « Non, répondit-elle en baissant les yeux vers l'alliance enfin posée à sa place, sur la main d'une femme qui avait trouvé l'amour qu'elle pensait ne jamais voir venir. Ce n'est que le début. » La cloche de l'école reposait dans la poussière, là où elle était tombée après avoir heurté Blackwood, sa surface de bronze bosselée, mais toujours intacte. Demain, elle la rapporterait à l'école, là où elle devait être, où elle continuerait d'appeler les enfants à l'apprentissage et la communauté au rassemblement. Mais ce soir, elle avait servi à une autre fin, juste comme un signal ou une arme, mais comme un symbole de la vie qu'elle avait construite seule et qu'elle continuerait maintenant à construire avec l'homme qu'elle aimait. Une vie qui avait commencé par nécessité pratique, mais qui s'était épanouie en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé espérer lorsqu'ils avaient signé ce simple contrat. Il y a tant de semaines. Le vent de la prairie murmurait dans l'herbe autour de leur maison, portant avec lui la promesse des saisons à venir, des enfants qui joueraient dans ses cours, d'un amour éprouvé par le feu et jugé suffisamment fort pour durer toute une vie. 6 mois après le procès et l'exécution de Marcus Blackwood, Abigail se tenait sur le seuil de la chambre d'enfant que Boaz avait construite à côté de leur maison, les mains posées sur son ventre rebondi. Le berceau du bébé était posé dans un coin, fabriqué en chêne des prairies par les mains expertes de son mari, sa surface lisse comme de la soie et solide comme l'amour qu'il avait créé. Le printemps était arrivé tôt à Redfern Ridge, et à travers les fenêtres de la chambre d'enfant, elle pouvait voir le potager qu'ils avaient planté ensemble, s'épanouir d'une vie nouvelle. Les carottes et les haricots prospéraient, les herbes aromatiques envoyaient leurs promesses parfumées à chaque brise, et les petits pommiers que Boaz lui avait offerts étaient couverts de fleurs. Parlant déjà aux petits, Boaz demanda derrière elle, l'entourant de ses bras pour poser ses mains sur les siennes sur leur enfant à naître. Lui parler de son père, répondit-elle en s'adossant à sa chaleur réconfortante. À propos de l'homme qui construit des berceaux, plante, jardine et lit de la poésie à la lueur du feu. Lui, la voix de Boaz exprimait un doux amusement. Tu en as l'air très sûr. Une mère sait ce genre de choses. Elle se tourna dans ses bras, s'émerveillant comme chaque jour de la façon dont ce géant d'homme pouvait être si tendre, si prudent avec les choses précieuses de sa vie. De plus, vous vouliez des fils forts pour protéger nos hivers. Tu te souviens? Son expression s'adoucit, submergée par le souvenir et l'émerveillement. Je me souviens de beaucoup de choses de ce jour-là. J'avais tellement peur que tu refuses. J'étais tellement sûr que je te demandais trop. Tu n'en demandais pas trop, dit-elle, en tendant la main pour tracer les lignes autour de ses yeux, qui parlaient de rire partagé et de fardeau allégé par le partenariat. Tu m'offrais tout ce que je pensais avoir perdu à jamais. Le son des voix des enfants de l'école résonnait dans l'air du matin, lui rappelant que dans 1 heure, elle devrait sonner la cloche de l'école, la même cloche en laiton qui lui avait autrefois servi d'arme,
mais qui était revenue à sa véritable fonction d'appeler les jeunes esprits à l'apprentissage. Elle avait continué à enseigner tout au long de sa grossesse avec le soutien total de Boaz et la bénédiction de la communauté, et elle le ferait jusqu'à ce que leur enfant ait plus besoin d'elle que ses élèves. Madame Patterson est passée hier pendant que vous étiez en ville, a-t-elle dit. Elle voulait savoir si nous avions déjà décidé des noms. Et que lui as-tu dit? Que nous envisagions plusieurs options. Elle lui sourit. Même si j'ai un favori, laissez-moi deviner quelque chose de littéraire. Byron, Tennyson, Shakespeare. Il rit, le son remplissant de joie la chambre d'enfant ensoleillée. Samuel, d'après ton père, afin que notre fils connaisse le bonhomme dont il porte le nom et l'héritage dont il hérite. L'émotion qui traversa le visage de Boaz était presque trop intense pour être vue. La montre de poche de son père avait retrouvé sa place légitime, non pas comme un talisman de chagrin, mais comme un symbole de continuité, d'amour transmis d'une génération à l'autre. Samuel Hector, dit-il doucement, testant le nom. Ça sonne bien. Un prénom fort pour un garçon fort qui grandira en sachant qu'il est aimé, désiré et qu'il fait partie de quelque chose de plus grand que lui. Ils se tenaient ensemble dans un silence confortable, contemplant l'âge à venir qui s'étendait devant eux. Célébration de la plantation et de la récolte du printemps. Premier pas et premier mot, les joies et les défis quotidiens de la construction d'une vie ensemble, dans la prairie impitoyable, mais magnifique qu'ils aimaient tous les deux. Est-ce que tu le regrettes parfois? Boaz demanda soudainement, abandonnant son indépendance, s'attachant à un éleveur que tu connaissais à peine. Abigail a sérieusement réfléchi à la question, comme elle l'avait fait à plusieurs reprises au cours des derniers mois. La femme qui avait signé ce contrat pratique semblait être une étrangère non résignée à la solitude, convaincue que l'amour était un luxe qu'elle ne pourrait jamais se permettre. Je regrette d'avoir perdu tant d'années à croire que je n'étais pas digne de ça, dit-elle finalement. Je regrette tout le temps que nous aurions pu avoir si j'avais été assez courageux pour espérer quelque chose de mieux que la simple survie. Et je regrette de penser que des arrangements pratiques étaient plus sûrs que de risquer mon cœur, répondit-il, ses mains se déplaçant doucement sur la courbe où leur enfant grandissait. Il s'avère que l'amour était le choix le plus judicieux depuis le début. Il m'a fallu 35 ans pour le comprendre. La cloche de l'école a commencé son appel familier à travers la prairie, sonné par Sarah Mitchell, qui s'était portée volontaire pour aider aux tâches scolaires alors que la grossesse d'Abigail avançait. Bientôt, les enfants rempliraient l'école à classe unique de leurs voix enthousiastes et de leur énergie débordante, apprenant les leçons qui les prépareraient à leur propre avenir à la frontière. Mais pour l'instant, Abigail et Boaz se tenaient dans la chambre de leur enfant, entourés de la vie qu'ils avaient construite à partir de rien d'autre que d'un besoin mutuel et d'un espoir prudent. Le berceau du bébé attendait patiemment son premier occupant, symbole de rêves réalisés et de promesses tenues, d'un amour pratique qui s'était transformé en quelque chose de rare, de précieux et de durable. À l'extérieur de leurs fenêtres, la prairie s'étendait à l'infini vers l'horizon, vaste, stimulante et pleine de possibilités. Autrefois, ce paysage semblait se moquer de la solitude d'Abigail, soulignant son isolement par sa beauté vide. Maintenant, cela lui parlait d'abondance et d'opportunité, d'espace pour grandir, rêver et construire quelque chose de durable avec l'homme qui avait vu sa valeur alors qu'elle l'avait elle-même oublié. « Je t'aime », dit-elle, les mots semblant encore nouveaux et merveilleux sur sa langue. « Je t'aime aussi », répondit-il. Et dans sa voix, elle entendait la promesse de tout leur lendemain, pratique et passionné, ancré dans la réalité, mais porté par l'espoir. Aussi résistant que l'herbe de la prairie, et aussi constant que le vent qui chantait toujours sur leur terre, le bébé bougeait sous ses mains, un petit coup de pied en signe de reconnaissance, et Abigail sourit. Leur fils grandirait en sachant qu'il était désiré, en sachant qu'il faisait partie d'une histoire d'amour qui avait commencé par un simple contrat, mais qui était devenu quelque chose de riche, de complexe et de beau. Au loin, la cloche de l'école continuait son appel patient, invitant le futur à commencer.